Non, mais je comprends. Mais c'est pas le numéro. Il n'y avait pas le mais j'ai trop aimé juste pour leur relation. Ah ouais. Tous les trucs étaient super drôles. Bonsoir. Ok, donc bonsoir à tous, merci d'être là. On va attaquer doucement. Donc déjà, on est très content de vous voir tous là présents pour écouter cette revue de projet avec ces 4 gens qui vont nous raconter plein de choses sur leur façon de travailler. Ça va être très bien. Moi, je ne vais pas parler très longtemps. Je vais juste là, rapidement au début. Je vais vous dire quelques mots sur ce que c'est le Porte-Mine. Je vais aller vite. Le Porte-Mine, c'est une association qu'on a montée il y a maintenant 5 ans. On est installé juste un peu plus bas, mais notre idée, c'est de soutenir un peu la création et le design à Clermont, parce que c'est pas toujours facile d'être visible. Donc notre idée, c'est ça, c'est de se rassembler, de présenter un peu ce qu'on fait, et puis de discuter aussi. Donc on le fait de diverses façons. On le fait notamment avec la chose qu'on sait le mieux faire pour le moment, c'est des apéros design. Donc c'est-à-dire qu'on discute, mais on discute de projets en buvant des coups. On fait comme aujourd'hui des revues de projets, donc c'est la 2e. On a fait une il y a 2 ans. Là, on recommence aujourd'hui. On espère pouvoir le faire un peu plus souvent. C'est un format qui est intéressant. Vous êtes là pour. Et puis, on fait de plus en plus maintenant des ateliers d'initiation. Il y a plusieurs personnes au Porte-Mine qui ont des activités qui peuvent être partagées d'une certaine façon. Et du coup, dans certains cadres, les gens peuvent nous rejoindre pour découvrir soit le design, soit la céramique, soit la construction, la menuiserie, donc plein de choses. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Rapidement sur le Porte-Mine en tant que lieu, pas en tant qu'association, on est installé rue Fongièvre, donc juste un peu plus bas. Vous aurez l'occasion de venir voir tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on a un espace de travail, donc c'est des bureaux et aussi un atelier donc, qu'on partage. Et aujourd'hui, on est 9. Alors là, je vous ai dit un petit peu ce qu'on faisait déjà. Les prochains apéros design, si vous voulez noter, c'est les 15 octobre et le 18 novembre. Non, 18 octobre et 15 novembre, pardon. Donc ce sera des moments à partir de 18h, 18h30 où vous pouvez venir discuter avec nous et parler un peu de ce qui vous anime dans vos projets ou dans votre vie. Enfin, on parle de plein de choses. Revue de projet, on va essayer d'en refaire un peu plus souvent. Si vous avez des idées de thèmes ou de choses que vous aimeriez partager, un peu comme ils vont le faire là, n'hésitez pas à nous en parler parce qu'on est à la recherche d'idées nouvelles et puis de choses qu'on ne connaît pas toujours sur le design et la création. On va organiser un marché de Noël cette année qui aura lieu le samedi 8 et le dimanche 9 décembre. Donc ça sera dans l'atelier en bas. Et donc ce sera l'occasion de pouvoir découvrir les créations de personnes qui sont au Porte-Mine et puis aussi d'autres créateurs qu'on aime bien et qui font des choses chouettes. Donc vous pourrez venir à ce moment-là. Et puis donc les ateliers dont je parlais tout à l'heure qui sont un peu présentés par chacun et des fois un peu relayés par le Porte-Mine. Alors ça, je vais aller vite, mais globalement, vous pouvez nous soutenir le Porte-Mine si vous voulez. Je vais faire simple, mais en gros, ça nous permet de faire un peu des actions, et puis vous, ça vous permet d'être tenu au courant de ce qu'il fait. Et si vous êtes designer ou créateur et que vous voulez apparaître sur notre site, vous pouvez le faire aussi, c'est l'occasion. Enfin, c'est-à-dire si vous voulez, on vous répertorie, comme ça on vous renvoie vers votre site, et puis ainsi de suite. Comme ça, on se soutient un peu tous en étant créateur dans le coin. Et puis on a une infolettre, Pierre a mis ça en place, vous pouvez recevoir un mail tous les 6 mois. On ne fait pas de spam, on ne sait pas faire. Voilà, et du coup, moi je vais arrêter de parler. Je vais laisser nos 4 intervenants présenter leur projet. Donc on va commencer avec Camille, qui est illustratrice. Ensuite, Augustin prendra la suite, designer graphique. Puis Florine, qui est réalisatrice et animatrice de films d'animation, réalisatrice de films d'animation normalement. Et puis on finira avec Clément, qui est scénographe. Le format, il est assez simple. Ils ont une quinzaine de minutes pour présenter le projet, des fois plusieurs projets. Et puis ensuite, on a 5 minutes d'échange. Donc là, vous serez amené à pouvoir poser des questions directement sur ce qu'ils viennent de montrer ou sur leur manière de travailler. Il ne faudra pas hésiter. On vous fera passer le micro. Et puis donc, on va enchaîner ça pendant une petite heure et demie. Et puis à la fin, on aura une conclusion. Et si vous n'avez pas pu poser vos questions à ce moment-là, vous pourrez les poser juste après, pendant l'apéro. On ira juste au Porte-Mine. Ils seront là. Donc vous pourrez discuter avec eux. Voilà. Merci à vous. Et puis, à vous de jouer. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ouais. Alors donc, moi je suis Camille Ferrari, donc je suis illustratrice jeunesse et designer dans l'animation. Donc je vous présente rapidement mon parcours.
Donc j'ai étudié pendant 2 ans en DMA animation à Marseille, l'animation 2D. Puis je suis allée à Supinfocom Valenciennes étudier l'animation 3D. Ensuite, je suis allée travailler à Londres pendant 3 ans et je suis revenue en France après ça. Donc je travaille pour l'animation, mais aussi pour l'illustration. Et ensemble, on va parler plutôt littérature jeunesse. Ce sera Florine qui parlera d'animation après. Et donc voilà, donc là c'est un peu un panel de livres que j'ai illustrés. Donc j'ai illustré pour plusieurs maisons d'édition, dont Actes Sud, Jeunesse, Casterman, Jeunesse, La Martinière Jeunesse, entre autres. Voilà, donc dans la littérature jeunesse, il existe plusieurs genres de livres. Donc il y a les romans, les BD, les livres documentaires, les livres interactifs comme les livres-jeux ou alors les albums. Alors j'ai choisi plutôt de vous parler d'albums jeunesse aujourd'hui parce que pour faire le lien entre narration et design, je trouvais ça plus intéressant de parler d'albums parce que vraiment dans les albums jeunesse, l'illustration est vraiment indissociable du texte, de la narration, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres genres de littérature jeunesse, genre je ne sais pas, les romans, l'illustration est beaucoup moins importante. Mais alors dans les albums, comme ça cible plutôt des jeunes enfants qui ne savent pas forcément lire quand ils commencent à feuilleter un album jeunesse, l'illustration est hyper importante parce que c'est un peu leur façon de se projeter, de s'identifier, ou voilà, leur repère. Et aussi, le texte est assez court, en général dans les albums jeunesse, ce qui fait que l'illustration, elle occupe une part vachement importante. Voilà, donc moi j'ai illustré mon premier livre en 2017, donc publié en Angleterre et en Grèce. C'est une longue histoire. Mais en gros c'est un éditeur grec qui m'a proposé d'illustrer un livre. Donc Oliver's Hair, qui a gagné un prix d'illustration d'ailleurs en Grèce en 2018, donc l'année suivant sa sortie. Du coup, c'est l'histoire d'un jeune garçon aux cheveux en feuilles qui arrive dans un nouveau voisinage et qui se fait moquer de lui à cause de sa différence par les autres enfants du voisinage. Et en fait, dans le livre, les autres enfants vont se rendre compte que cette différence, en fait, c'est une force. Et voilà, donc la morale, en gros, c'est accepter sa propre différence, la différence d'autrui, et savoir accueillir ses émotions et les émotions d'autrui. Donc souvent, comme dans les albums, il y a une morale à la fin. Voilà. Donc on va voir du coup les étapes de fabrication des illustrations de ce livre. Donc je précise bien que je suis illustratrice mais pas autrice, donc on va plutôt aborder là ces 10 minutes ensemble, donc en parlant de moi, comment j'aborde le design plutôt que la narration finalement, comment j'adapte une narration en design et non pas comment je crée la narration en elle-même. Ça c'est l'auteur du coup qui me le file. Donc voilà, donc première étape, donc c'est du coup le style graphique à définir. Alors en règle générale, un éditeur appelle un illustrateur pour son style graphique. Bon, moi, comme c'était mon premier livre que j'ai illustré et que la maison d'édition était assez jeune, on trouvait ça bien de faire un peu des recherches graphiques pour savoir où j'allais. Donc voilà, donc j'avais commencé par faire ces designs de personnages, sachant que dans un design de personnage, en règle générale, il faut prendre en compte l'âge du lecteur. Voilà, avec du recul, bon, j'avais fait ces 4 propositions, mais avec du recul, maintenant je me dis que la proposition en bas à gauche, elle était peut-être un peu pour les plus grands lecteurs, parce que le livre, il s'adresse à peu près aux enfants de 6 ans à peu près. Voilà, et comme c'est un livre qui parle d'émotions, peut-être que les personnages en bas à droite, avec des points à la place des yeux, ça n'aurait pas été forcément le plus judicieux pour avoir des personnages expressifs. Donc, bon, de toute façon, sur le moment, j'ai laissé l'éditeur et l'auteur choisir. Moi, j'aimais bien les cadres sur le moment, mais ils ont choisi du coup les personnages en haut à gauche. Donc voilà, cette bande d'amis, enfin d'amis. Au début, ils sont pas vraiment amis, mais bref.
Donc voilà, donc une fois que le design des personnages est fait, alors j'avais fait quelques recherches de décors aussi. Bon, je précise encore une fois que comme c'était mon premier livre, je ne savais pas vraiment où j'allais, mais là si on me propose d'illustrer un album, je ne suis pas sûre qu'il faille autant de recherche graphique, quoi. Là, c'était vraiment pour savoir où j'allais, et l'éditeur était rassuré aussi. Donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a défini le style graphique, on passe au découpage. Donc du coup, l'auteur m'avait fourni un texte déjà prédécoupé, donc avec du coup tel texte sur telle page. Donc moi, ça me permettait déjà de savoir quelles actions seraient sur quelle double page. Il ne m'a pas juste donné un bloc de texte et démerde-toi avec ça. Donc ça, c'était plutôt cool. Et donc voilà, donc ça, c'était déjà un découpage donc avec des cadrages du coup assez rapidement faits. Comme j'avais une expérience dans le storyboard avant ça, je pense que ça m'a pas mal aidé à varier les cadrages, à essayer de faire des trucs un peu dynamiques, des plongées ou des gros plans, ou voilà, prendre en compte le fait qu'il fallait un peu des cadrages dynamiques. Donc une fois que ça c'est plus ou moins validé par l'éditeur, voilà, j'avais fait du coup les crayonnés. Donc les crayonnés, bon, bah, c'est globalement la même chose, sauf qu'on définit un peu plus les intentions des personnages et des décors. Voilà, donc on voit par rapport à la version précédente qu'il y a des cadrages qui ont changé. Bon, globalement, c'est juste réaffirmer finalement l'étape précédente. Et donc une fois que ça c'est validé par l'éditeur et par l'auteur, on passe du coup à la mise en couleur. Alors la mise en couleur, c'est la partie la plus longue, mais à mon sens la plus fun à faire, parce que finalement c'est juste regrouper les deux étapes précédentes qui sont le style graphique et le crayonné, et faire en sorte que le livre ressemble à un vrai livre terminé. Et du coup, c'est assez gratifiant finalement quand on finit une illustration, puis une autre. En fait, on voit le livre se prendre forme et c'est plutôt gratifiant. Voilà pour cette étape. Et donc, on voit par exemple entre la version précédente qu'il y a quand même moins de pages. Donc voilà, donc tout peut changer jusqu'à la dernière minute avec sur la fabrication d'illustrations d'un album, surtout avec cet éditeur, tout peut changer à la dernière minute. Et du coup voilà, donc ils ont réduit le nombre de pages. Après, il peut y avoir des petits trucs qui changent aussi, mais globalement, voilà. À la fin de cette étape-là, du coup, on peut penser que le livre est terminé, mais non, il reste encore une étape assez importante, qui est la couverture. Alors la couverture, c'est du coup, c'est un peu la vitrine de votre livre. Faut qu'elle soit assez attrayante pour que le lecteur ou les parents du lecteur mettent la main dessus en librairie. Et sachant le nombre de nouveautés qu'il y a chaque semaine en librairie, surtout au rayon jeunesse, il faut qu'elle soit assez attrayante. Donc c'est un exercice pas facile, parce qu'il faut aussi que la couverture résume un peu le livre sans en dire trop non plus. Donc voilà. Donc là, pour cette couverture, alors j'avais fait qu'une seule proposition qui a été acceptée. J'ai pas eu 5 propositions à faire. Donc ça, c'était pas mal. Bon, on voit que ça s'est un peu affiné en fonction des designs et du déplacement du texte. Mais globalement, pas de gros changements, quoi. Et du coup, il faut aussi prendre en compte le titre. Alors le titre, c'est pas moi qui le place, donc c'est un graphiste qui place le titre avec une typo qui choisit. Voilà. Et donc ça donne ça à la fin. Et voilà. Donc pour conclure, je dirais que donc les 4 étapes pour la fabrication d'un album jeunesse. Donc il y a le style graphique, qui en général est propre à l'illustrateur, ou propre même aux maisons d'édition. Par exemple, l'École des loisirs n'a pas du tout le même style graphique que, je sais pas, Milan, par exemple, parce que l'École des loisirs, souvent,
c'est des techniques traditionnelles, l'aquarelle ou les couleurs. Et Milan, en général, c'est des couleurs vives, souvent à l'ordinateur, avec des proportions plutôt respectées. Plus documentaire, par exemple, alors que l'école des loisirs, c'est souvent plus poétique, finalement. Et voilà, donc, style graphique, découpage, crayonné, qui est, pour moi, c'est la même étape, plus ou moins. Mise en couleur et couverture, qui est hyper important, qu'on fait souvent à la fin d'ailleurs. Ça m'est arrivé très peu de fois de me demander une couverture au début. Souvent, c'est à la fin qu'on nous la demande. Et donc voilà, pour conclure, je dirais que l'illustration dans la littérature jeunesse est hyper importante, que ce soit pour divertir, par exemple, pour les livres-jeux, les labyrinthes ou les chercher-trouve, l'illustration, c'est vraiment primordial. Pour éduquer aussi, par exemple, un livre sur les dinosaures, qu'est-ce que ce serait sans illustration ? Ou sur le Moyen-Âge, qu'est-ce que ce serait sans illustration ? On n'a pas de photos de dinosaures encore. Et aussi, c'est hyper important pour inspirer et développer l'imagination du lecteur. Donc, par exemple, je pense à des livres fantastiques sur les dragons ou les sirènes. Voilà. Et donc, l'illustration, elle joue vraiment un rôle majeur dans la littérature jeunesse. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses sur la fabrication d'illustrations d'un livre jeunesse en ma compagnie. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Vous avez parlé du fait que vous aviez seulement fait l'illustration pour ce livre en question, mais est-ce que vous avez déjà fait un album ou quelconque livre, ou avez-vous déjà eu l'intention de faire un livre par vous-même ? Que moi, être l'auteur du livre, Exactement. vous voulez dire, en plus d'être illustrateur ? Alors j'en ai fait un, mais c'est un chercher-trouve, alors il n'y a pas vraiment d'histoire, mais je parle avec le micro, ce sera mieux. Mais non, après, moi, je suis pas assez sûre de moi pour moi créer une histoire de moi-même. À chaque fois que j'ai essayé, je me suis dit que c'était naze, donc après, il faudrait que je réessaye, peut-être que je réussirai. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ? Tu as travaillé combien de temps, par exemple, sur le livre que tu nous as montré ? C'est un peu difficile à dire parce que je travaillais en même temps, en studio d'animation. Du coup, je faisais ça le soir ou pendant mes journées quand j'avais rien à faire. Mais je dirais 3 mois, mais en ayant un travail à côté, quoi. Donc juste ça m'aurait pris peut-être 1 mois, on va dire. Enfin, c'est un peu difficile à dire, mais... Est-ce que du coup tu travailles toujours sur ordinateur et parce que tu es vraiment à l'aise avec cet outil-là, ou est-ce que quand même des fois tu fais aussi des choses, pas le croquis, hein, mais vraiment que des fois tu as envie de faire de la patouille, je sais pas, de la peinture, autre. C'est une bonne question. Non, globalement, je suis toujours à l'ordinateur parce qu'en fait, j'ai pas trop de patience et je m'en mets partout sur les mains quand il s'agit d'encre et de trucs comme ça. Mais après, les croquis, oui, avec des stylos sur une feuille, mais en finale, non, toujours sur ordinateur. Et puis maintenant, en fait, on a des brushes, on a toutes sortes de brushes qui fait que tu peux imiter du crayon. Et du coup, CTRL-Z, c'est quand même pas mal. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a fait plutôt partir vers l'illustration plutôt que l'animation ? Alors, je travaille pour l'animation encore. Mais c'est vrai que l'illustration, je préfère, parce que je suis pas animatrice dans l'âme, en fait, je fais du design pour l'animation. Du coup, c'est du dessin, c'est pas vraiment du mouvement.
Et donc du coup, c'est quand même plus sympa de faire ses propres dessins et d'illustrer à son compte, d'avoir son nom sur un livre. C'est quand même plus gratifiant que d'être noyé dans un générique et de faire des designs qui ne sont pas les siens finalement. Parce que l'animation, c'est un peu ça. Quand tu fais du design pour l'animation, il faut vraiment coller à une DA et c'est beaucoup moins libre, quoi. Oui. Est-ce que c'est assez simple et accessible de pouvoir contacter des éditeurs pour pouvoir faire des illustrations pour enfants ou des choses comme ça à côté d'un travail qu'on aurait déjà de base? Bah oui, moi c'est ce que j'ai fait du coup. Bah là, l'éditeur grec, il m'avait contacté de lui-même parce que c'est une longue histoire, mais mes patrons étaient grecs à Londres et du coup ils se connaissaient. Enfin bref. Et du coup ils m'ont proposé ça. Donc j'ai sauté sur l'opportunité, mais en fait j'avais pas forcément prévu de faire l'illustration parce tout le monde dit qu'il n'y a pas de travail dans l'illustration. Mais en fin de compte, une fois cette expérience faite, j'ai envoyé mon portfolio à des DA finalement, de presse ou d'édition. Et en fait, tout s'est fait petit à petit comme ça. Moi, j'ai juste envoyé à ce moment-là mon portfolio et en fait, un premier travail en apporte un autre, en apporte un autre. Et en fait, j'ai jamais eu vraiment à démarcher plus que ça. Donc pour moi, oui, il y a du travail dans l'illustration, malgré ce qu'on peut dire. Et puis à côté, je garde quand même l'animation par sécurité, on va dire. Parce que bon, l'illustration, c'est quand même pas. Enfin, ça me stresse un peu de me dire que j'ai pas de travail pour le mois prochain. Enfin bref, mais ça c'est que moi. Est-ce que vous êtes attiré aussi par le fait de faire des illustrations pour un public plus âgé ou pas du tout? Oui, en fait, j'ai fait un livre Cherche et trouve pour la communauté gay en Angleterre. Donc c'était pas vraiment destiné aux enfants. Et parce qu'il y avait un peu des références un peu salaces, il m'avait demandé de mettre des bref, mais du coup c'était un style un peu enfantin, c'était un peu un style un style mignon, quoi. C'est ça qui était drôle finalement. Mais du coup après mon style est quand même assez enfantin, donc en général, on m'appelle pour faire des illustrations jeunesse. Après, j'ai déjà fait des illustrations pour de la presse, pas forcément jeunesse non plus. Mais globalement, ouais, moi, c'est plutôt les enfants, mon public. Parfait. Merci Camille. On va passer à Augustin. On va déménager tout. Ah oui. Bonsoir à tous, je suis vraiment content d'être ici avec vous pour vous parler de récits et de narration, tout particulièrement dans la couverture de livres, parce que c'est le cœur de mon métier. Je suis Augustin Manarange, je suis graphiste indépendant et je travaille au Porte-Mine, comme avec Clément et Camille. Avant de vous parler de couverture de livres, je voulais un peu brièvement réévoquer qu'est-ce que c'est qu'un livre, sa matérialité. On a tous un rapport. Oui, je suis en fait j'ai mon souffleur qui m'aide, heureusement, parce que je suis un peu labour. Ouais. Ça, c'était censé être le slide d'intro, désolé. Donc, en tout cas, pour parler du livre, un livre, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça a une matérialité. On a tous un rapport depuis toujours avec le livre, depuis notre petite enfance. On en emprunte, on en achète, on en loue à la bibliothèque, etc. On a tous un rapport avec le livre. Et moi, mon métier, c'est vraiment d'habiller ce livre, vu qu'il contient un texte, une narration. Ma mission, c'est vraiment de lui donner une image unique qui va lui correspondre. Donc, assez succinctement, j'ai essayé de vous faire un petit schéma qui reprend la chaîne du livre. Donc, avant toute chose, c'est un auteur qui va écrire un texte, qui va envoyer son manuscrit après différentes maisons d'édition. C'est le petit 2. Un éditeur va trouver le texte intéressant, va être d'accord pour le publier, va travailler sur le texte avec l'auteur et va me demander de faire une couverture. Je suis le petit 3, vous avez peut-être reconnu le petit personnage. Je vais proposer différents projets de couverture. Un projet va leur plaire, super. On envoie le livre en impression à l'imprimeur en 4 et en 5 qui va se retrouver en distribution, librairie, bibliothèque et chez vous, etc. Donc ça, c'était juste pour recontextualiser un peu à quel moment j'interviens. Concrètement, quand un éditeur vient me voir,
Un éditeur, déjà, c'est comme l'évoquait un peu Camille tout à l'heure, au niveau des positionnements des maisons d'édition jeunesse, c'est un positionnement. Par exemple, il va y avoir des maisons d'édition spécialisées dans certains types de littérature, la poésie, le théâtre, avoir un positionnement élitiste ou plus ou moins des textes spécifiques ou au final très accessibles. Il y a vraiment toute une variété et beaucoup d'éditeurs. Je ne vais pas vous évoquer des noms, à moins que vous vouliez, mais je pense qu'on a tous en tête Gallimard, Folio, Pocket, Livre de Poche, Zulma. Il y en a vraiment beaucoup sur le marché, autour de nous. Et il va arriver avec un délai, un temps de travail. Souvent, je vais avoir une demande pour travailler sur un projet de couverture 2 semaines avant. J'ai 2 semaines pour réaliser mon projet. Et souvent, une couverture de livre va me prendre 3-4 jours, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc une fois que j'ai ces éléments-là, il va y avoir aussi une question de budget, savoir si ma marge de manœuvre est plus ou moins importante. Dans ce cadre-là, chaque éditeur met en place une fois par an des collecteurs de Noël, par exemple. C'est l'occasion d'avoir un budget plus important, avec des fers à dorer, des choix de papier plus qualitatifs, où il peut y avoir des pantones. Donc c'est pas du tout la même chose pour moi d'aborder la couverture selon ce budget. Je vais avoir une marge de manœuvre plus ou moins conséquente. Et un brief, ça c'est un élément hyper important et primordial, ça va être vraiment mon cahier des charges. Concrètement, l'éditeur va m'envoyer un mail avec un petit doc papier sur lequel il va y avoir vraiment le titre et l'auteur, c'est évident, mais selon déjà ces éléments-là, est-ce que le titre est très long, le titre est très court, etc. Je vais déjà pouvoir peut-être d'une manière graphique m'emparer ou déjà me faire une première approche visuelle de l'histoire. Les contraintes techniques, selon les éditeurs, il y a forcément des formats différents. Il peut y avoir des fois, je peux intervenir sur uniquement la couverture, des fois peut-être le dos, la 4e. Donc on parle dans ce cas-là de plat complet, donc c'est pas la même chose. Le type de littérature, donc ça c'est lié policier, thriller, théâtre, etc. Il y a vraiment pour chaque type, il y a aussi tout un vocabulaire et toute une imagerie qui est véhiculée, et donc qui est à prendre en compte. Les délais, je les ai évoqués avec vous, mais quelque chose qui est important dans mon travail, c'est étant donné que je suis sur des temps de travaux quand même assez courts, avec plusieurs projets en parallèle de couverture ou d'autres, j'ai pas le temps de lire les livres, et donc là, le travail de l'éditeur va être primordial au niveau du résumé et des mots-clés pour vraiment, lui, à travailler avec l'auteur sur le texte, le connaît parfaitement et sait exactement ce qu'il veut transmettre. Et donc, il va avoir vraiment un travail pour me résumer le plus fidèlement possible, me donner les mots-clés pour que je me fasse une idée très rapidement. C'est la seule matière que je vais avoir pour vraiment travailler sur le projet. Donc, par exemple, un mot-clé, ça peut être des détails très spécifiques sur le personnage principal, le cadre, un détail du texte. Tout de suite, donc, on peut s'en emparer et avoir... et que ça fasse sens. La cible, c'est est-ce que ça va être tout public ou est-ce que ça va être plutôt pour un type de lecteur propre, des lecteurs qui aiment bien tel ou tel auteur, ce genre de choses, et des suggestions, est-ce qu'ils ont une demande particulière ou pas à me suggérer dans la couverture. Donc très concrètement, j'ai pris un exemple d'un brief qui m'a été fourni par... là, c'est un brief qui m'a été fourni par Pocket pour Philippe Torreton. Donc tout de suite, on est plongé l'histoire peut-être d'un soldat poilu qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, rentre un peu brisé et veut, avec une idée en tête, c'est un peu un retour à la terre, planter des arbres, il y a un côté très Jean Giono. Et donc, ils m'ont demandé de faire tout un travail plutôt illustré sur ce projet. Et donc, très vite, moi, la première chose que je vais faire, c'est me plonger dans l'univers du livre avec tout ce qui m'a été donné, les mots-clés, etc. Je m'embourbe, désolé. Je me plonge dans l'univers, donc là, c'est directement la Première Guerre mondiale. Je vais chercher des iconographies, des images, tout ce qui va pouvoir me faire de la matière pour le projet futur. Et je vais très vite passer sur, je ne sais pas, faire des petits crayonnés sur papier ou directement à la tablette ou sur ordinateur. Très vite aussi, je vais faire des recherches typographiques pour voir lesquelles fonctionnent le mieux et évoquer le plus le sujet. Je vais après les mettre de côté dans un fichier pour après faire d'autres essais, ma petite tambouille. Il va y avoir aussi un gros travail important aussi, se passe au niveau souvent en bas à droite des banques d'images. C'est des sites qui regroupent des photographies. Il en existe de différents types. Est-ce que ça va être plutôt de la photo d'archives? Est-ce que c'est des reproductions d'œuvres d'art ou de la photo artistique ou même pour des éléments vectoriels ou dessinés déjà tout fait en fait pour les assembler, composer, voilà. Et donc concrètement, là voilà 3 exemples que j'ai proposés pour ce titre. Et vous voyez en fait qu'il y a
pas qu'une seule proposition, c'est très important. À chaque fois, moi, ce qui m'intéresse, en fait, pour revenir à la question de ce soir, qui est le récit et la narration, moi, vraiment, il va y avoir tout un travail de comment je vais visuellement trouver plusieurs formes visuelles pour raconter un même récit. Parce que je suis designer graphique, je ne suis pas illustrateur, je n'ai pas une casquette et un style particulier. Donc moi, et c'est ce que j'aime en plus, c'est vraiment faire toute une recherche et explorer graphiquement avec tous les outils que je vous ai évoqués juste avant un sujet particulier. Et qui plus est, un élément qui est important dans la pluralité des propositions, c'est que quand je vais envoyer mes propositions après mon dossier à une maison d'édition, derrière, il faut que ça fasse consensus, parce qu'il n'y a pas qu'un seul décideur, il n'y a pas que l'éditeur qui va choisir, mais il va y avoir aussi l'auteur, il va y avoir le marketing, un positionnement. Donc au moins, certaines images qui n'étaient pas forcément peut-être, ils n'auraient pas pensé, en fait, va plutôt les fédérer et ça va être intéressant, sujet de discussion et de choix. Donc au final, c'est celle du milieu qui a été choisie dans un premier temps. Dans un premier temps, je dis, parce que le marketing après coup s'est dit, ah bah mince, l'illustration, en fait, on n'est pas trop sûr, c'est pas forcément une bonne porte d'entrée pour placer le roman. Donc on va refaire une demande, et cette fois-ci, rien à voir, ce sera une photographie plutôt, une couverture photographique. On va incarner les deux personnages, le couple après-guerre, dans les années 20-30, et en plus, on va ajouter une bande amovible. Donc là, j'ai pris un exemple, et derrière moi, il est aussi là. Une bande amovible, vous avez tous peut-être en tête ce que c'est ce petit bout de papier là qui est sur les couvertures. Et là, derrière moi, il y a en plus, on va dire, un sticker amovible. Donc des fois, il y a quand même la place et mon champ d'action devient vraiment restreint. Et donc, c'est toutes ces contraintes qu'il faut intégrer pour avoir toujours une couverture impactante et qui donne envie, quoi. Donc là, j'ai refait ma recherche iconographique. J'essaye toujours d'avoir cette variété avec de la photographie d'archives ou des images plus actuelles, mais avec de la mise en scène, ou incarnées, pas incarnées, plus ou moins sensibles, variées. Et au final, là, vous avez sous les yeux, tout à droite, la couverture qui a été validée. Donc, vous voyez, la bande amovible prend une place quand même assez importante dans le visuel. C'est pas forcément facile de jongler avec. Et au final, là, on est sur quand même un visuel qui est très léger, plein de romance. Et comme j'ai noté dans les petites notes, je trouve que c'était un vrai décalage par rapport à ce que moi j'imaginais au début. Mais après, moi, je connais pas le texte. J'ai vraiment juste ce résumé et l'intention de l'éditeur. Donc après, ça m'échappe. Après, c'est eux qui font leur choix et c'est voilà. Donc après, ce qui est intéressant par contre à noter, c'est tout ce processus que je vous ai montré, la recherche, les outils, la patouille graphique. Enfin ouais, je n'ai pas trop parlé, mais lors des propositions, j'essaye vraiment, vous l'avez vu, ça parlait de soi-même, mais d'explorer vraiment un sujet de manière large. Là, c'est encore un autre sujet. Il y a toujours vraiment... je vais recontextualiser, et je vais repartir ça là-dessus. Là, c'est une autre demande de couverture, cette fois-ci. On est sur... Il faut situer le récit. On est dans le Barrio, qui est le Spanish Harlem dans les années 50-60, donc tout un travail de photographie d'archives et après choix typographique. Et ce que je voulais là vous dire, le côté tambouille avec vraiment, j'ai tous mes éléments, mes outils, je vais prendre de la photo, je vais la retoucher, je vais faire un choix typographique, je vais des fois faire du dessin, je vais rajouter, et c'est tout ça qui donne cette variété. Donc c'est la couverture à droite qui a été sélectionnée et qui est parue. Là, c'est un autre sujet, c'est Guyane. Là, l'idée, c'était à gauche, vous avez de travailler sur des vieilles photos, des vieilles gravures de Guyane, et d'avoir une réintervention à la David Hockney un peu. Donc ça, c'est ma demande. Donc c'est ce qui a donné au final la couverture qui a été sélectionnée. Mais à chaque fois, vous voyez, il y a toujours des choses, j'essaie toujours de faire des pas de côté, c'est ça qui me semble intéressant pour travailler le récit et voir ce qu'il a dans le ventre, quoi, et le traduire. Donc voilà, là c'est vraiment des exemples pour vous montrer à chaque fois vraiment ce côté variété, un récit mais plusieurs images, quoi. Vraiment, je suis le côté un peu, je suis un traducteur visuel d'un récit, quoi. Un sujet tout autre. Des fois, on fait appel à moi pour réaliser des chartes auteurs. Donc là, c'est un peu plus différent. En gros, c'est ce qu'on appelle charte auteur, c'est vraiment, on veut identifier un auteur et le rendre tout de suite visible en librairie, lui donner un peu plus de poids et une cohérence. Et donc, ce qui est plus complexe déjà par rapport au premier exemple, c'est que là, on va avoir un auteur, mais toute une série de récits. Et il va falloir créer une cohérence et une singularité avec tout ça. Donc là, j'ai voulu vous présenter le cas que j'ai réalisé pour Amélie Nothomb. Là, c'est un peu particulier parce que déjà, la demande de début était l'autrice souhaitait son visage sur toutes les couvertures. Donc déjà, ça me met cette contrainte. Et après, ce que je me suis dit, c'était intéressant d'avoir une photographie qui vient à chaque fois se superposer sur un portrait de l'autrice et un bloc auteur, un choix typographique toujours identique,
qui vient se poser sur la couverture. Et voilà un peu un aperçu du panel une fois que ça marche. Donc on a à chaque fois des couvertures qui sont là, au niveau budget, c'est imprimé en Pantone, ce qui permet des couleurs vraiment clinquantes et fortes et assez pop. Et ce qui est chouette, c'est vraiment cette rencontre entre le portrait, l'image derrière qui fait sens avec la narration, et en même temps tout ce côté cohérent et qui fait collection et qu'on a envie d'avoir la collection, quoi. Et tout de suite, on sait que c'est Aménoton et ça marche, quoi. Là, je trouve. Une autre charte auteur réalisée est celle pour Guillaume Musso. Cette fois-ci, au lieu que ce soit des superpositions d'images, là, il y a une grosse part qui est mise sur un gros travail typographique de jeu avec le titre et sur lequel il y a un petit élément à chaque fois qui vient faire un décalage et qui vient illustrer le récit, la narration. Donc à chaque fois, voilà, c'est ça. Il y a ce principe de tout de suite, on sait qu'on est chez Guillaume Musso, il y a une cohérence entre toutes les couvertures, mais en même temps, une singularité, ça se démarque et c'est propre à chaque récit, quoi. Certaines fois, c'est plus compliqué. Je bug un peu parce qu'on me demande des fois de faire des couvertures pour des choses qui sont un peu complexes au niveau du récit et de la narration. C'est le cas notamment pour cette collection des classiques de la philosophie au livre de poche. Là, il faut avoir en tête que la philosophie, c'est des auteurs différents, des époques différentes, des narrations différentes, des notions différentes. Donc là, au début, j'ai commencé à mettre des bustes de penseurs et très vite, je me suis dit, ça ne va pas le faire. Donc comment on fait pour travailler dans ce genre de cas? Je me suis dit que j'allais travailler sur ce qu'on appelle les contreformes. C'est quand vous prenez là, le nom des auteurs, toutes ces parties noires qu'on peut détacher vraiment en négatif, à l'inverse des lettres. Et c'est toute cette matière après que j'ai utilisée pour me faire une boîte à outils et mettre en place vraiment une méthode pour réaliser les couvertures. Donc à chaque fois, vous voyez, il y a Platon, Marx, et donc c'est vraiment les contreformes de ces auteurs-là que je vais agencer et composer pour faire couverture. Et au final, l'idée, c'était aussi derrière cette collection de dépoussiérer un peu la philosophie et la rendre plus pop et accessible. Et par les choix couleurs, ça marche aussi. On est sur des choses plus abstraites, plus... Voilà. Dans cette difficulté d'aborder certains récits, ça me tenait à cœur de montrer ces deux couvertures parce qu'elles parlent toutes les deux, elles traitent des attentats du Bataclan. Et donc dans ce genre de demande, je vais pas du tout avoir la même approche. Je vais pas faire des recherches, des planches d'images, enfin des planches tendances comme je fais habituellement, parce que il va falloir plus de délicatesse, c'est des sujets plus complexes. Je ne vais pas pouvoir mettre juste une personne parce que ça évoque plusieurs destins, notamment le livre de droite, en gros, c'est un homme qui a perdu sa compagne, et la gauche, j'ai oublié de remettre dans le cadre, c'est le procès qui découle des attentats. Et donc, c'est vraiment des fois pas simple pour moi de trouver une porte d'entrée pour évoquer ces narrations qui sont complexes, quoi, Donc pour avoir un ordre d'idée, là, c'est différentes propositions que j'ai faites pour le titre Vendredi 13 sur le procès. Donc il y a cette histoire peut-être de, je ne vais pas mettre des balles, je ne vais pas mettre la photographie du Bataclan, je vais essayer d'être un peu plus subtil. Et donc il y avait ce côté un peu peut-être travailler la diffusion, quelque chose qui est une blessure mais qui va légèrement marquer, ce côté peut-être perforation impact, ou toutes ces vies qui volent, qui est le côté déchirure, choc ou fracassement. En fait, j'essaie vraiment à chaque fois d'explorer ce récit et de voir qu'est-ce que je peux faire avec, quoi. Et par exemple, la dernière, c'était plus en phase avec la demande de l'éditeur d'avoir une photographie avec ce côté, ce travail japonais de rapprochement des pièces et de réparation. Voilà. Et donc, pour conclure, là, vous avez vu trois approches avec la couverture. Enfin, trois approches différentes du récit, avec la couverture simple, la charte auteur avec différents récits, et encore après pour la philosophie des sujets plus complexes, des récits plus complexes illustrés. Ce que je trouve assez intéressant, je dirais, c'est que je pense que de par mon travail, je suis une porte d'entrée sur le récit. Si la personne qui veut un livre, ne connaît pas ni l'auteur, n'y a pas entendu parler de ce livre, il y a vraiment tout ce côté en librairie ou en bibliothèque, ce feeling avec la couverture qui peut être vraiment une première approche et qui est importante, le disait Camille lors de la réalisation de couverture, sur l'emprunt, l'achat ou l'envie d'aller plus loin dans le texte. Voilà, merci beaucoup. Merci Augustin. Est-ce que vous avez des questions ? Oui.
Est-ce que vous avez déjà été appelé à participer à la création d'affiches pour des festivals, pour du théâtre ou pour des affiches de films? Eh ben, pas du tout. J'ai déjà, en tant que graphiste, le cœur de mon métier est vraiment la couverture de livres. Après, j'ai déjà fait des identités, je dirais que non, j'ai pas forcément non. Je suis pas du tout rarement appelé pour ça. En fait, très vite, j'ai vraiment cette casquette éditoriale de par mon expérience et mon parcours. Et très vite, après, les gens sont un peu rassurés de voir que je maîtrise ça. Et donc, on me fait souvent appel pour ça. Et donc, après, c'est important, par contre, à moi, en tant que graphiste indépendant, de guider un peu qu'est-ce que je veux ou pas comme, comme projet. Et donc, par contre, ça serait intéressant pour moi, par exemple, si je le souhaite, de me dire tiens, je vais réaliser un projet peut-être fictif pour chatouiller telle ou telle personne et montrer que j'en suis capable. Voilà. Mais non, peut-être à l'école, dans mon parcours, je l'en ai fait, mais pas du tout dans la vie active, quoi. Et après, on est sur quelque chose d'assez approchant quand même. C'est vrai que mine de rien, c'est quelque chose, dans mes études, j'aurais jamais pensé, j'aurais toujours pensé faire plutôt des systèmes, des identités graphiques. En fait, c'est par hasard que je fais de la couverture, mais en fait, c'est quelque chose qui me faisait peur parce que tu dis de résumer en un seul visuel, mais en fait, c'est assez similaire, quoi. C'est vrai qu'il y a des vases communicants. Bonsoir, merci pour la présentation, c'était passionnant. J'ai le micro, j'en profite, je vais poser 2 questions. La première, c'est comment le design de couverture a évolué depuis quelques décennies? Parce que quand on va dans les brocantes et qu'on voit les couvertures d'il y a 30, 40 ans, on a l'impression qu'il y avait beaucoup moins d'efforts qui étaient mis avant là-dessus. Et la deuxième, c'est comment toi, à titre individuel, tu arrives à te renouveler par rapport à une activité qui est centrée principalement sur le même objet. Alors, il y a les récits qui changent, mais où est-ce que tu trouves la matière pour t'inspirer ou te renouveler? Alors, merci pour ces questions. Au niveau de l'histoire de la couverture du livre, alors c'est complexe. C'est vrai qu'il y a eu une tendance ces dernières années à être plus assez sobre, cette tendance à être hyper épuré typo. Mais avant, quand on retourne encore plus dans le temps, il y avait vraiment des choses qui étaient très, très osées et très très fortes, je trouve. Mais c'est pour ça que je suis rentré au livre de poche et que j'ai travaillé plusieurs années là-bas. C'était parce que dans les années 50-60, enfin 60 notamment, il y avait des couvertures magnifiques. Après, je trouve qu'en effet, il y a eu peut-être des choses très osées, des choses beaucoup plus neutres. Et là, depuis ces dernières années, je trouve qu'il y a quand même des choses très intéressantes qui se mettent en place. Il y a un retour sur des choses plus, je dirais que plus anglo-saxonnes au niveau du travail de la couverture. Et je trouve très, très intéressant, plus illustré, à faire appel à des illustrateurs, etc. Et après, la deuxième question, c'était comment je me renouvelle. Après, je pense que j'ai la chance d'être assez... je ne sais pas comment le dire, très vite rebooter, avoir toujours envie oublier un peu être un peu un poisson, je pense. Donc ça me sert vraiment à oublier ce que j'ai fait et toujours aborder de manière assez fraîche un projet. Après, c'est évident par contre que je développe des habitudes, des façons de faire, des tocs ou des choses qu'on va retrouver indirectement dans beaucoup de projets. C'est des habitudes pour aller vite, etc. Mais je dirais que... c'est un peu, je pense, de mon tempérament. Mais après, forcément, il y a des choses indubitablement, on peut un peu tourner en rond quand même. Indirectement, je vois des choses, je sais que je tourne en rond un peu. Bonsoir, j'avais une question, c'était sur quand vous remettez vos projets à l'éditeur, il y a toujours plusieurs projets. Souvent c'est une dizaine, ouais. En plus. Je l'avais pas dit, ouais, pardon. Je voulais savoir si ils faisaient leur choix uniquement à partir des projets visuels que vous leur transmettez, ou si vous avez une argumentation, si vous pouvez défendre vos projets, leur expliquer. Est-ce qu'il y a une petite note qui explique la démarche pour chacun? C'est une petite présentation écrite, quoi. C'est une très bonne question. Alors, il s'avérait qu'au début, c'est pas très sérieux, mais quand j'ai un nouveau client, j'ai tendance à faire peut-être tout un travail de présentation, d'accompagnement par le texte, etc. Et c'est vrai que souvent, je suis peut-être moins à l'aise avec le texte et je vais plutôt être succinct et avoir vraiment les couvertures qui s'enchaînent. Après, par contre, dans mon mail, je vais quand même accompagner, donner mes préférences, des directions et des choix. Mais
Après, ça dépend des projets. Pour un projet de couverture classique, je dirais que je vais pas trop faire je vais faire juste cette réponse par mail avec mon point de vue et mes conseils et mes recommandations, peut-être. Et par contre, si je vais avoir un travail de charte auteur ou d'identité ou de collection, alors là, par contre, oui, il y a un accompagnement très, très poussé au niveau de mes choix, du choix typo, des couleurs. Et c'est indéniable que c'est important d'accompagner pour que ça pousse les projets et que l'éditeur prenne toute la mesure de mon questionnement, de ma réflexion et que ça le rende tangible, quoi. Super. On va prendre une ou deux dernières questions. On continue. En fait, je rebondis un peu là-dessus. C'est un peu le prolongement de la question précédente. Mais comme il y a plusieurs décideurs, il y a le marketing qui veut vraiment que le livre se vende, l'auteur qui a un engagement émotionnel qu'on imagine profond sur son livre, etc. Je pense qu'il y a, pour toi qui propose tes projets, il y a le danger aussi de se faire balader pendant longtemps sur des décisions qui peuvent être un peu subjectives. Et comment tu fais un peu pour t'assurer d'avoir une validation au bout d'un moment sur ton travail ? Alors, déjà... je pense qu'il y a c'est vrai que des fois certains projets peuvent prendre beaucoup de temps à se mettre en place, il y a plein d'ajustements, de pinaillage. Je pense qu'à un moment il faut dire dans le devis il y a un nombre d'allers-retours qui est défini, donc quand ça commence à dépasser, attention, par contre là je vais vous facturer ce retravail, et donc là par contre ça change quand même le point de vue au niveau du client, donc ils vont quand même essayer de limiter au maximum quand même peut-être ces va-et-vient. Mais c'est vrai que des fois, ou sinon ça fait l'objet de rallonge sur le devis, quoi. Je sais pas si ça répond trop à ta question ou... Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être un peu à rallonge. Et c'est vrai que je pense que l'énergie que tu as au début sur le projet, par contre, il peut un peu... il s'essouffle. Et des fois, je sais que j'ai tendance, vu que j'ai d'autres projets en cours, peut-être de vouloir un peu aller vite, répondre vraiment à la demande, et, alors qu'il faut quand même se battre et avoir quand même un positionnement pour... quand même, c'est important, quoi. C'est cet équilibre qui n'est pas simple aussi à trouver, je trouve. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire la couverture pour un livre que tu avais déjà lu ? Et si oui ou non, est-ce que ce serait plus facile ou au contraire plus difficile ? C'est une super question. J'ai jamais fait la couverture pour un livre que j'ai lu. Par contre, une fois, dans mon travail, j'ai lu les livres dont j'allais réaliser la couverture en parallèle. Et c'est vrai que c'était de la source de frustration parce qu'au final, j'avais vraiment une vision très propre et très personnelle du livre, et l'éditeur, pas du tout au niveau du positionnement marketing. Donc, ce qui fait que ça n'a pas du tout collé. Et au final, je me rends compte que je suis plus pertinent plutôt avec un brief et un point de vue de recul sur le texte que quand la rare fois, en tout cas, j'ai trouvé que c'était plus pertinent de ne pas l'avoir lu. Enfin, j'étais plus... Parfait, merci. On prend une dernière question rapidement et après on continue. Après au porte-mine on pourra parler plus si vous voulez. Est-ce que ça vous arrive de ressentir le besoin de rencontrer un auteur quand vous avez des difficultés par rapport à une couverture et que vous n'arrivez pas à faire le pas ? Non, pas trop. Je trouve ça bien aussi qu'il y ait l'éditeur qui fasse tampon. C'est son travail, parce que sinon en fait le temps que je vais passer sur le projet serait vraiment beaucoup plus important. C'est vraiment autre chose. Donc non, je trouve ça plutôt chouette c'est vraiment son rôle je vais envoyer mes projets. Il en a parlé avant avec l'auteur. Il a aussi souvent, l'auteur aussi a confiance dans son éditeur pour le positionnement. Donc c'est ouais. Parfait. Merci Augustin, merci beaucoup. On va continuer avec Florine. Donc tout est en place. Merci. Bonsoir tout le monde. Petite présentation, je m'appelle Florine Polius et je travaille maintenant dans le cinéma d'animation depuis environ 5 ans. J'ai commencé mon parcours ici même à Clermont puisque j'ai intégré la formation du DMA cinéma d'animation en 2014. Voilà, donc c'est une formation dans laquelle j'enseigne aujourd'hui à temps partiel. Et à côté de ça, donc j'ai plusieurs autres activités. Je travaille sur des productions en cinéma d'animation de façon assez ponctuelle. Et je suis aussi co-réalisatrice la plupart du temps de films en papier découpé, donc des films d'animation en papier, qui sont co-réalisés avec Léa Ange-Albert au sein d'un studio qu'on a créé qui s'appelle le studio Cabriole.
voilà, qui n'a aucune existence juridique, mais qui existe très très bien dans nos têtes et très bien sur le papier. Et voilà, et à côté de ça, donc j'aide aussi Léa dans son travail dans l'association Le Phare, qui est une association d'éducation aux images qui est basée à Clermont, qui existe aussi depuis 2015. Donc on fait des ateliers auprès de publics très variés pour leur apprendre le cinéma d'animation, sous un peu toutes ses formes. Cinéma aussi d'ailleurs. Voilà, donc avant de vous parler de mon travail, je voulais quand même un tout petit peu parler d'animation, vraiment très rapidement. Déjà mettre en place le fait que, pour ceux qui ne savent pas forcément, l'animation, c'est pas un genre. Le cinéma d'animation, c'est un outil, ou c'est même plusieurs outils, en fait. C'est plutôt une très très grosse boîte à outils. Mais voilà, c'est pas un genre parce que, tout bêtement, on peut trouver dans l'animation des drames, des documentaires, des romances, des comédies. Il y a vraiment de tout. Hop. Et donc mettre aussi en place qu'est-ce que c'est le design quand on parle d'animation. Donc ce sera les designs là aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va prendre en compte, dans un film d'animation. Donc là, on rejoint un tout petit peu l'illustration sur certaines choses, parce que du coup, on aura tout ce qui va être design de personnages, design de décors, et j'ai pas mis design d'accessoires, désolée Camille, mais c'est très important également. Et donc très très important aussi, donc on rajoute quand même par contre, c'est le design sonore, parce qu'un film, c'est du son et de l'image, c'est les deux, et voilà, donc il ne faut pas négliger l'un ou l'autre. Donc ça, c'est les plus évidents, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on les nomme, nous, dans le milieu de l'animation. Mais à mon sens, on peut quand même rajouter beaucoup d'autres choses, donc tout ce qui va être le découpage du film, les choix de cadrage, de rythme, en fait, les choix de mise en scène, finalement, parce que ça participe à l'esthétique globale du film. Tout ce qui va être les choix de médium, mais ça, c'est assez évident, et les choix d'animation. Parce qu'il y a des pattes dans l'animation. Voilà, une animation, elle peut être plus ou moins fluide, plus ou moins rythmée, dynamique, plus ou moins expressive. Donc voilà, donc ça, c'est aussi, tout ça, ça participe pour moi au design dans l'animation. Voilà, on va un peu parler de mon travail. Alors, on va beaucoup parler du travail que je réalise avec Léa, donc sur le studio Cabriole. Donc ça, on va revenir pour ça en 2020. Donc moi, quand je reviens à Clermont-Ferrand après ma deuxième partie d'études, dont je ne vous ai pas parlé, mais que j'ai fait à Angoulême à l'EMK, Léa me contacte pour l'aider sur un appel à projet qu'on réussit. Et donc c'est un appel à projet pour la Cité des Sciences qui monte une exposition sur le jean. Alors, le vêtement, le jean, voilà. Hop. Alors, je ne peux pas mettre en plein écran. Je sais que ça va en frustrer certains, donc je préfère le dire. Tout de suite, la rubrique Conso Sabot, dans laquelle nous allons voir comment vous, consommateurs, pouvez agir à votre échelle pour un monde meilleur. Un reportage de Hugo Trot. Bonjour. Bonjour Cindy, je suis en compagnie de Sophie Liquidé qui va nous transmettre ses astuces pour consommer de manière raisonnable. Bonjour Hugo, comme vous pouvez le voir, je trie et j'organise régulièrement ma garde-robe en suivant les conseils glanés sur des blogs. Quant aux vêtements que je ne porte plus, je peux les échanger, les revendre ou les donner dans des points de collecte. Voilà, il y a tous mes autres travaux qui s'affichent. N'importe quoi. Donc je recontextualise un petit peu mieux. Donc voilà, donc là, la Cité des Sciences, en fait, une fois qu'on a l'appel à projet, ils nous transmettent un très très gros dossier d'expertise, n'est-ce pas, sur le jean qui fait à peu près 20 pages, 20-25 pages, je ne sais plus. Beaucoup plus, je me rappelle plus, mais c'était énorme en tout cas. Et nous, notre boulot, du coup, ça va être de réduire ces 25 pages en 4 minutes. Donc 4 pages, parce que voilà, dans l'animation, on dit souvent que 1 à 4 égale 1 minute à peu près de film. Donc nous, on doit réduire tout ça en 4 pages et en faire un vrai scénario. Parce que là, c'est un dossier de recherche sur qu'est-ce que c'est le jean, comment c'est fabriqué, qu'est-ce qui est écolo, qui n'est pas écolo, quelle marque, bref, quelle nouvelle technique et marque existe et travaille le jean de manière plus éco-responsable, en tout cas à ce moment-là. Et voilà, donc nous, ce qu'on décide de faire très très vite, ça va être de partir sur un espèce de format reportage JT, comme ça. Déjà parce que ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, la Cité des Sciences, c'est un musée qui est à Paris, qui s'adresse à un public familial et notamment à un jeune public, davantage. Donc nous, notre boulot, ça va être ça, ça va être d'essayer de transformer cette masse d'informations énorme en un truc qui est digestible, digeste,
par des familles et des enfants, et même des jeunes enfants. Donc on choisit cette espèce de format reportage et on décide de le parodier en faisant non pas des humains mais des chevaux parce que c'est beaucoup plus rigolo. Et voilà, et parce que aussi l'anthropomorphisation de manière générale c'est quand même un système qui est bien identifié, notamment auprès des jeunes, donc ça fonctionne très bien. Et ça nous plaît. Donc nous, la première étape, donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a tout réduit, papier mâché, ces 25 pages en 4 minutes, donc c'est très dense, ça reste quand même très très dense. Si vous le voyez un jour, vous verrez, ça respire pas trop, quoi. Mais donc on va commencer notre travail de design. Donc là, le récit, en fait, on le crée finalement. Donc en fait, on va s'aider nous-mêmes à essayer de mettre en avant ce récit-là et de le supporter et de l'enrichir. Et donc là, pour ce format, on décide de partir sur un style qui va être plutôt naïf. Et donc moi je teste plusieurs styles différents. Léa, elle est plus sur les décors à cette étape-là du process, qu'en général on écrit tout à deux, on découpe le film à deux, qu'on fait tout le découpage de storyboard à deux, et ensuite on part dans nos directions. Donc moi je vais plus m'intéresser aux personnages. Donc là je pars sur mes petits chevaux. Une fois que j'ai quelque chose qui me semble correct, je demande à Léa ce qu'elle en pense. On fait des petits allers-retours comme ça, et donc là, moi, je tombe sur ceux-là, quoi. Voilà, très vite. On essaie d'aller assez vite parce que c'est quand même du film de commande. On a quand même des deadlines à respecter, donc on n'a pas trop le temps d'expérimenter non plus. Donc on a ces petits designs-là qui me semblent très bien, voilà, plutôt rigolo, plutôt identifiable assez rapidement. Et Léa, elle part sur des décors en pop-up, parce que c'est une technique qu'elle maîtrise plutôt bien, qu'elle a eu l'occasion d'expérimenter. Et donc ces pop-up-là, en fait, ils nous guident vachement aussi dans les choix de cadrage et inversement. Enfin, il y a un truc qui fonctionne bien là-dessus, parce que les pop-up, c'est plus simple d'aller réaliser des cadrages qui vont être très frontaux, comme ça, donc plutôt qu'en 3/4 par exemple, en profil. Voilà, c'est peut-être difficile à exprimer comme ça, mais ou des plongées, des contre-plongées pour ceux qui voient. Donc nous, on va essayer de rester là-dessus, et puis ça fonctionne assez bien en fait avec l'idée de reportage. En fait, voilà, donc tout ça, ça nous paraît assez cohérent. Hop. Et donc là, la spécificité aussi de ce film qu'on choisit de faire, c'est de réaliser toutes les animations en animation 2D sur ordinateur, et d'aller imprimer tout ça, puis découper tout ça avec nos mains, puis re-shooter tout ça dans les décors, parce qu'on a beaucoup de temps à perdre. Donc voilà, là vous avez un petit aperçu de notre process, donc au tout début de la réalisation. Donc là il y a un exemple de décor que Léa elle a réalisé en pop-up en bas, et en dessous vous avez toutes les petites images de mes animations, hein, parce que il y en a beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près 12 images par seconde, voilà, 12 dessins par seconde. Donc sur 4 minutes, vous multipliez par beaucoup, hein, par beaucoup de dessins. Donc voilà. Hop, je vous ai mis des petites vidéos whip pour que vous puissiez voir les étapes par étape. Ça va vous parler. Donc l'animation 2D numérique, ensuite elle est découpée par Léa, re-shootée, on stabilise et on rajoute le décor. Hop, je vous remets parce qu'on n'a rien vu. Donc l'animation 2D que moi je réalise sur un logiciel qui s'appelle TV Paint sur mon ordinateur. Ensuite, parce qu'à la fin du film, on s'est rendu compte que quand on shootait dans les décors, ça bougeait tout le temps, toutes les images. Donc on a dû tout refaire sur fond vert. On a tout refait. Donc on prenait nos dessins en photo, en fait, sur Bantid, ça s'appelle, avec un appareil photo donc positionné au-dessus. Et puis on les recalait, voilà, dessin par dessin, à peu près. Et une fois que ça s'était fait, comme c'était toujours pas bien droit, et il fallait tout passer sur un logiciel de compositing, qui est un logiciel qui permet de faire tout un tas de manips sur des séquences d'images, et donc de recaler tout, encore une fois, dessin par dessin. Et une fois que ça c'est fait, on peut passer donc à l'étape finale de traitement de l'image. Donc on rajoute le décor, on le traite s'il y a besoin. Donc là j'ai rajouté juste un petit flou. On change les colorimétries si besoin aussi. Et voilà le plan terminé. C'est OK qu'il faut faire. Je vous en mets un petit deuxième. Après on n'a peut-être pas trop le temps. Hein. Oh zut! Oh non, 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 non! Ah!
Merci Hugo. C'est la fin de ce numéro. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les sources et références d'aujourd'hui sur notre site internet www.cité-science.fr. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Voilà. Hop. Oh là là. Voilà pour le process de ce truc-là. Anne, en plus, il faut savoir qu'on a fait le son aussi nous-mêmes. C'était très, très artisanal comme production. On a fait tout en 3 mois, je pense, mais étalé sur 6 mois. Et voilà. Pour ce projet-là, on va passer au suivant. Je ne sais pas si j'ai le temps de tout faire, mais... Donc le suivant, c'est toujours avec le Studio Cabriole, avec Léa. Donc là, on est contacté pour faire un clip. Le clip, ça va être un peu différent de ce qu'on connaît parce que la bande-son, elle est déjà préexistante. Donc nous, il va falloir qu'on fasse un travail d'adaptation. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille pour cette bande-son, pour cette musique, qu'on se mette complètement à son service. Et dans ce cadre-là, il faut que quand même l'image elle reste suffisamment sobre pour pas non plus prendre le dessus. Donc on ne peut pas se permettre de raconter une histoire trop prenante. Je vais vous faire écouter un petit bout et voir un petit bout, comme ça vous allez voir aussi quel type de musique c'est. Voilà pour Oi Anne. Donc Oi Anne, donc la musique de Raccoon, c'est une musique qui est assez planante, c'est de la dub, voilà, pour ceux qui connaissent. Et nous, il vient nous voir en nous disant qu'il nous donne carte blanche, qu'il n'a aucune idée pour ce clip-là, donc on peut faire ce qu'on veut. Et nous, quand on l'interroge sur comment il a écrit ce morceau, il nous dit simplement qu'il l'a écrit à un moment, ça a été très important pour lui en tout cas, parce qu'il a retrouvé goût à la production de musique, il avait un petit peu perdu et que pour lui, en tout cas, ça a été très fluide et très facile à écrire celle-ci, à composer. Et voilà, et donc il a écrit cette musique autour d'un enregistrement qu'il a fait lors d'un voyage au Vietnam. Donc ça, c'est les informations que nous, on a. Là-dessus, on se décide de bâtir même pas un vrai récit, mais plus un espèce de contexte. On a quand même besoin d'un contexte de création, parce que ça nous aide, et on se décide sur une espèce de voyage, de jeu formel entre un oiseau et une barque. Et hop, on part sur les croquis. Donc nous, dans l'idée, ce qu'on souhaiterait, c'est de coller avec ce truc un peu ambiant, comme ça, un peu planant. Donc on essaye de construire des transitions très fluides, très organiques. Comme vous avez pu le voir, en fait, il y a un truc où il y a presque jamais de cut entre les plans pour que le spectateur puisse avoir un visionnage continu comme ça et rentrer dans presque une forme d'hypnose, quoi. Voilà, ça nous semblait plutôt cohérent avec la musique. Donc une fois qu'on a fait un peu tout ce travail de croquis, on commence à faire notre découpage réel, donc le vrai découpage du film, l'animatique. Je vous en ai pas mis, mais bon, dommage. Hop. Et là, donc, comme d'habitude, Léa elle va partir plutôt sur les décors, donc les palettes de couleurs aussi, qui sont assez importantes dans notre pratique. Et donc elle va faire tout son petit travail de décor. Moi, je vais commencer, là, il n'y a pas vraiment de design de personnage sur ce film, mais c'est quand même moi qui vais réaliser les animations. Donc là, comme sur le précédent, je vais les réaliser en 2D numérique, pour avoir ces animations très fluides aussi qu'on pouvait avoir. Contrairement au papier, en général, peut-être il y en a qui ne savent pas, mais les films en papier découpé ou en volume papier, en général, c'est des pantins qu'on utilise. Donc il y a toujours un aspect peut-être un peu restreint dans le mouvement que nous, on ne souhaite pas nécessairement sur ces projets-là. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on refuse, mais qu'en tout cas, sur ces projets-là, on ne trouve pas pertinent. Et donc, ch'touk. Voilà, donc là, moi, je réalise toutes ces animes-là en 2D, en numérique, en silhouette. Donc, c'est des masses noires que je vais animer. Ensuite, on va les imprimer à la Cricut. Non, c'est pas la Cricut.
C'est la Scan and Cut à l'époque qu'on utilise. C'est une, pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas, c'est des imprimantes qui servent pour le scrapbooking. Donc on peut leur envoyer des fichiers numériques et ça découpe tout. Incroyable. Donc nous, dans notre travail, c'est quand même plutôt très très utile, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Mais il y a quand même beaucoup de choses à découper. Donc là, c'est l'animation numérique sur TV Paint. Ensuite, tout a été découpé et on va tout filmer en multiplane, ça s'appelle. Et là, c'est le plan composité, donc, avec tous les effets spéciaux dont on a besoin. La multiplane, hop, on a un petit aperçu là à gauche. En fait, c'est une espèce d'outil qui nous permet de superposer en fait, plusieurs éléments. Voilà, ça c'est un truc qui est vieux comme le monde, enfin qui est vieux comme l'animation en tout cas. Et donc on peut mettre un décor tout en bas. On peut mettre, là l'animation, elle était en dessous. Il y avait quand même ces nénuphars là qui venaient se mettre au-dessus, en overlay si vous voulez vous la péter. Voilà. J'ai fini Oi An. Ok, on passe à du très très présent maintenant. C'est ce qui est en train de se passer tout en ce moment-là. Donc on a un deuxième projet de clip qui s'appelle Comment les gens mentent, dans un registre complètement différent, puisque c'est un travail pour un groupe qui s'appelle Parsec, qui fait de l'électro festive, on va dire. Voilà, donc ils ont un très gros travail à côté de ça, en plus sur de la vidéo. Donc eux, ils ont déjà une identité visuelle qui est assez forte dans tout ce qu'ils ont fait auparavant. Donc là, nous, ce qu'on a voulu, c'était aussi emprunter un petit peu de leur identité pour la mettre dans la nôtre, essayer de fusionner les deux. Et c'est pour ça qu'on arrive sur un truc un peu comme ça, où on s'est dit, tiens, on va mélanger le papier et la vidéo, que nous, on fait jamais, mais bon, on va essayer, quoi. Hop. Donc pour ça, là je commence à faire un petit peu de character design, c'est vrai que je n'ai pas dit, le design de personnage, on appelle ça beaucoup le cara design, parce qu'on se dit, tiens, dans ce film où il y a déjà de la vidéo et du papier découpé, on aimerait bien rajouter aussi de l'animation 2D pure. Voilà. Donc là, il y a un travail que je ne fais pas forcément habituellement de stylisation de vrais gens, finalement. Donc je suis obligée de regarder des photos, de dessiner vraiment beaucoup fort, très très longtemps pour arriver comme ça à styliser une personne, et à faire en sorte qu'en fait on arrive à la reconnaître. Mais bon, il y a quand même un côté un peu personnage, c'est pas du réalisme. Et voilà, donc là on arrive à ces trois petits persos là. Donc c'est Coco, Simon et Manon, les trois membres du groupe, qui vont être représentés durant toute la durée de ce petit clip. Il y a aussi une version de eux en tout petit, parce qu'il y a un moment où il y a une carte et où il faut qu'ils soient tout petits. Voilà, ils sont très mignons. Je ne vous ai pas raconté le synopsis, mais bon, très très rapidement, comme c'est une chanson qui est pas du tout comme celle de Raccoon, il y a des paroles en français, ça raconte quelque chose, ça parle de mensonges, des petits mensonges du quotidien. Du coup, nous, on a ressenti très vite l'envie de créer pour le coup un vrai récit, quoi, presque une vraie petite histoire qui va se calquer, alors qu'il ne raconte pas ce que Simon dit dans sa chanson, mais qui va se calquer quand même un tout petit peu en parallèle. Et donc en gros on part sur l'histoire de Simon qui vit dans sa montagne, dans sa tente, et il se lève le matin, il prend son petit déjeuner, et en fait son petit déjeuner c'est un sandwich à la salade. Voilà, et en mangeant, en fait, il va se coincer un gros bout de salade entre les dents. Et en fait, il va prendre le chemin de son concert, croiser plein de gens sur son passage, et personne lui dit qu'il a de la salade entre les dents. Et c'est notre synopsis pour ce clip. Voilà. Donc là, il y a un truc aussi qui se met en place qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler, c'est que comme on va faire de la prise de vue et que tous les personnages sont joués par les membres du groupe, il va falloir qu'on cherche des costumes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment faire de base, mais du coup, moi, je m'inspire de ces petits caras-là pour faire tous nos documents de travail et commencer le travail de recherche de costumes. Donc on a... à chaque fois, tous les costumes sont un petit peu détaillés, et nous, on décide de donner des codes couleurs à chaque personnage pour qu'on puisse faire un petit clin d'œil et les identifier, même s'ils ont quand même des personnages différents. Bon, après, ça se voit, hein, c'est de la vidéo, hein, ça se voit que c'est les mêmes. Hein. Voilà. Ah oui, il y a un travail sur des animaux aussi. Donc, petit côté mi-cartoon, mi-Disney, mi un peu stupide. Voilà, pour coller un petit peu avec l'ambiance, parce que nous, c'est un peu ce qu'on veut. C'est le côté il
ils ont vraiment une identité un peu comme ça, qui est entre sérieux et stupide, qui est un peu culture internet aussi, qui est très pop en fait. Donc on cherche tout autour de tout ça. Là, je vais peut-être vous montrer, dans la continuité du travail de design de personnage, une séquence que j'ai déjà animée, qui n'est pas encore compositée, donc il y a encore un petit travail à faire dessus. Mais pour vous donner une idée de cette séquence-là uniquement. Ce ne sera vraiment pas ce à quoi tout le reste va ressembler, mais... C'est ok, ils ne disent que rarement la vérité. Si on savait ce que pensent les gens, est-ce qu'on les embrasserait? Ce serait tous les jours l'été. Hop. Donc là, c'est des petites images de notre tournage à l'Imago, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais expérimenté et qui nous a beaucoup plu. Donc on est allé tourner, c'est un grand studio qu'il y a en dehors de Clermont, juste à côté de Clermont. Et donc on a tout tourné sur fond vert. Donc ça, c'est un fond qui nous permet de supprimer cette couleur en post-production, on appelle ça. Et donc il a fallu qu'on soit très ingénieuse, n'est-ce pas, pour filmer tout ce qu'on avait envie de filmer. Donc voilà, on avait des supports, beaucoup de draps verts, des espèces de repères pour les acteurs, les actrices, donc pour les comédiens, enfin les membres du groupe finalement, pour filmer tout ça. Là, je vous montre un tout petit whip aussi d'une autre séquence qui n'est pas filmée réellement, qui est réalisée en pixelation. Et la pixelation, c'est une technique d'animation avec des vrais gens. Donc vous allez voir ce que c'est tout de suite. Les gens mentent tout le temps. C'est ok, ils ne disent que rarement la vérité. Si on savait ce que pensent les gens, est-ce qu'on les embrasserait? Ce serait tous les jours l'été. Oui, parce qu'on ne pouvait pas filmer Simon qui monte tout en haut, donc il a fallu répéter. Hop. Donc voilà, donc une fois qu'on avait tout ça, ben là on va bientôt pouvoir les intégrer dans les décors. Donc Léa, elle a bien avancé, comme vous pouvez le voir, c'est très beau. Donc on est parti sur une espèce de palette de couleurs très très vives qu'on va essayer de rendre très flash, pas trop flash, en post-production. Et en gros des décors assez simplifiés. Et en fait, on dirait presque des images de synthèse. Il y a un côté où on se rapproche pas mal d'images presque aussi en 3D. On a une esthétique low poly. Voilà, on a appris le mot pendant la production, là, on était contente. Je réutilise. Et donc, un dernier petit test. Donc là, c'est pas un décor définitif. Vous avez vu le décor juste avant. Mais c'est un tout petit test d'incruste qu'on avait fait pour être sûr que ça marchait à peu près quand même. Et je vous le montre, voilà, pour... Il n'y a pas de son. Parfait, super ça. Voilà, bah c'est à ça que ça va ressembler normalement. Ok. Il est où Jonathan? J'en suis où là? Il y a le temps pour un dernier truc ou faut conclure? Ah ouais, faut conclure. Ah, je suis désolée. Je vous montre ma bande démo de Samuel et puis... Quoi? Oui, donc du coup, je voulais juste... on aura l'occasion peut-être d'en parler plus tard, du coup, peut-être après au Porte-Mine. Mais j'ai travaillé sur Samuel pendant 2-3 ans, qui est une série qui est sortie sur Arte au printemps dernier. Voilà, donc ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a 10 ans, qui raconte toute sa vie dans son journal intime. C'est hyper bien, c'est une série de 21 épisodes d'environ 5 minutes. Et c'est très drôle, c'est touchant, il y a de tout. Voilà, il y a de tout, il y a du rire et des larmes. Et voilà, c'est super, je vous la recommande chaudement si vous ne l'avez pas vue. Et moi, je vous montre une petite compilation du travail que j'ai fait en animation, en sachant que j'étais assistante réalisatrice dessus. Donc j'assistais Émilie, qui est la réalisatrice de la série. Et voilà, donc là, c'est juste mon travail en animation.
Je laisse un peu ça quand même pour 5 minutes de dégloire. Voilà. Merci Florine. Oui. Est-ce que vous avez des questions quelque part? Moi, j'ai une petite question. Je suis assez hallucinée par les papiers découpés. Par exemple, combien de temps de travail vous avez quantifié à peu près sur ce clip du début à la fin, combien de temps effectif en jours, en années, je sais pas trop. C'est assez hallucinant. Ouais, alors il se trouve qu'on est assez constante parce que finalement depuis le début on met toujours à peu près 3 mois pour faire le clip. Là le dernier il est quand même plus ambitieux parce qu'il y a plus de travail, le rythme est plus long donc il y a beaucoup de plans, il y a des choses qu'on connaît pas bien non plus comme la vidéo donc lui on va mettre de bout en bout 4 mois. Voilà. Pour 3 minutes 40. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi j'en ai une. Sur le dernier projet, tu as parlé de Samuel. Du coup, comment tu travailles, parce que si je comprends bien, c'est pas ton style spécifiquement à toi, comment tu travailles là-dessus pour rester dans les chaussures de quelqu'un d'autre, ou je sais pas comment dire, dans le carnet de quelqu'un d'autre? Dans le carnet de quelqu'un d'autre? Niveau style graphique. Ah oui, niveau style graphique, comment je m'adapte, tu veux dire, à ce style-là? Alors c'est pas facile, justement, je vous avais apporté des images en plus, mais que j'ai pas mis dans le diaporama. En plus, c'est assez compliqué sur une production comme Samuel, parce que Émilie, quand elle commence Samuel, elle commence le premier épisode toute seule pour elle, qu'elle publie sur ses réseaux, mais vraiment pour ses copains, quoi. Et donc à ce stade-là, c'est très moche, voilà, c'est très vilain. Non, mais elle le dit elle-même. En fait, elle fait vraiment tout très vite. L'idée, c'est vraiment d'aller très rapidement sur une histoire d'amour. C'est ça qui l'a fait marrer. Donc, elle s'occupe très, très peu du dessin et de l'animation. Et en fait, petit à petit, ça va s'étoffer. En fait, Samuel, au fur et à mesure que même elle continue à faire des épisodes, ce qui n'était pas prévu au départ. Et quand la série est produite, ça s'étoffe encore plus parce que d'un coup, on lui dit tiens, là, tu as beaucoup de budget, donc tu peux aller beaucoup plus loin. Et donc en fait, c'est une série qui n'a pas de documents de travail sur tout ce qui va être chara design, etc. Normalement, sur des productions audiovisuelles de ce type-là, on a toujours des documents qui sont très précis sur comment dessiner tel personnage ou tel personnage. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce qu'en fait, les personnages sont très mouvants d'un plan à l'autre. Ils n'ont plus du tout la même tête. Donc il n'y a que quelques éléments qui permettent de les identifier, des éléments très précis. Et en fait, plus ça va aller dans la série, et plus Émilie, par contre, elle va commencer à s'assurer, à prendre de l'assurance en fait sur ces personnages-là, et plus elle va devenir un peu plus picky, en tout cas, voilà, elle va être plus exigeante en fait sur ces personnages. Donc au début, on pouvait un petit peu dévier, mais bon, plus ça va, et plus il va falloir vraiment que le nombre de mèches, il faut que ce soit toujours le même. Les sourcils, ils sont comme ça, ils sont pas comme ça. Julie, elle a 3 cils en dessous, elle en a pas 4. Enfin, il y a plein de trucs très très précis qu'il faut commencer à respecter, mais même jusqu'à la fin, de toute façon, de Samuel, on a tous notre style qui se ressent. Nous, on le voit, on voit un plan, on sait très bien qui l'a animé dans l'équipe. Émilie le sait, mais ça la dérange pas trop. Elle n'est pas du tout de ce genre-là. Du moment que l'animation, ça lui va, que le personnage est à peu près respecté, on peut très bien donner, nous, notre propre interprétation, c'est pas un problème. Parfait, merci. Si des questions vous viennent plus tard, vous les poserez tout à l'heure. C'est pas un problème. Ce sera plus convivial. On va passer à Clément. Non, j'ai pas montré. Jonathan, j'aime bien que tu me fasses un signe à la moitié, parce que j'étais à 82 slides hier. J'ai réduit à 60 aujourd'hui. Je vais essayer de tenir les 15 minutes. Merci. Donc, bonsoir à toutes et tous, je suis ravi d'être avec tous vous ce soir. Je vais vous présenter en fait de la scénographie de spectacle vivant. Moi, c'est mon métier depuis une quinzaine d'années. J'avais envie en fait ce soir plutôt de vous présenter un peu les méthodes et les process que je mets en place sur mes créations. Et pour illustrer ça, en fait, je vais travailler avec 3 projets. Enfin, je vais vous présenter 3 projets. Une pièce de théâtre, une pièce comédie musicale, plutôt opéra, et une pièce de danse. Donc le contexte, la première, c'est Surexposition Patrick Devers.
C'est une pièce qui a été créée avec Julien Rochat de la compagnie Souffleur de Verre et qui a été écrite par Marion Aubert. Pour remettre un peu dans le contexte, en fait, cette pièce parle de la vie et de l'œuvre de Patrick Devers. Je ne sais pas si vous connaissez cet acteur français qui a fait une carrière vraiment comète. Il était au Café de la Gare avec Gérard Depardieu, il était avec Miu Miu, Coluche. Et en fait, Marion Aubert écrit une vision d'aujourd'hui, de cette époque-là. Patrick Devers a fait une vingtaine ou trentaine de films, il a fait énormément de films dans un temps très réduit, et il finit par se suicider devant son miroir, un coup de carabine que Coluche lui avait offert, signe du destin, devant son miroir. Et donc du coup, on a travaillé autour de cette figure-là un peu mythique du cinéma français. Donc quand je reçois le texte, moi je démarre avec le texte de théâtre. Donc là, c'est vraiment quelques extraits de texte de Marion. C'est même pas le titre définitif. C'est vraiment un texte en cours d'écriture. Et très rapidement, en fait, ce texte ressemble à ça. C'est-à-dire que moi, le texte va être une matière. Je vais travailler avec ce texte-là et aller chercher en fait à surligner, à trouver les différents niveaux de lecture, trouver en fait les espaces, le temps, sachant que le texte de Marion Aubert est assez, comment dire. Je tremble un peu de la voix, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de présenter en fait ces étapes-là de travail. Le texte de Marion Aubert en fait est assez vertigineux, c'est-à-dire qu'elle a des télescopages de temps et d'espace. On va retrouver par exemple Bertrand Blier qui nous parle de Patrick Devers en 99 dans sa maison de campagne. La scène d'après, ça va être Bertrand Blier qui est en train de faire l'audition de Patrick Devers dans les années 60. On va retrouver en 2020, c'est quand a été créée la pièce, l'acteur qui joue Patrick Devers qui parle de son rôle. Donc en fait, une sorte de télescopage assez vertigineux dans le texte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit toutes les parties noires. En fait, c'est les didascalies que j'ai supprimées au bout d'un moment parce que je me perdais complètement dans ce texte. Et ces différentes parties, en fait, vont m'aider à avoir les différents niveaux de lecture de ce texte-là et des premiers dessins, des premières idées. Pour un peu cadrer ma pensée, au bout d'un moment, avec ce texte que j'ai lu 5, 6, 10 fois, je vais travailler sur une petite analyse dramaturgique. Donc c'est un petit tableur Excel, ça me permet de cadrer un peu tout ça. Et en fait, ça va être les différentes scènes avec les thématiques, le propos, ce dont on a envie de parler, les différents lieux, les espaces images, ce que ça va nous évoquer en fait, et les accessoires et quelques mots. Par exemple, il y a une phrase, souvent dans un texte, il y a quelques mots, une ou deux phrases en fait qui m'interpellent où je me dis tiens là il y a un truc à creuser. Sur Devers, au tout début, il y a le personnage de sa mère qui dit que son fils c'est une surface de projection, son fils est un kaléidoscope, il peut tout jouer. Et en fait le kaléidoscope ça a été une image en fait, quelque chose qui m'est revenu en tête et qui m'a suivi un peu pendant tout le travail. Ensuite, il faut se dire qu'une création de spectacle vivant, c'est avant tout une collaboration avec toute une équipe artistique et technique, de production aussi. Donc là, c'est un démarrage de projet avec Julien Rochat. On a déjà travaillé plusieurs fois ensemble. Et pour cadrer justement ce travail ensemble, pareil, un petit tableur Excel, j'ai un petit jeu, c'est un peu 50 questions pour créer une scénographie. Donc ça va autant de la production que de l'artistique à la technique. Là aujourd'hui, on va parler uniquement d'artistique. Et s'il faut retenir 5 questions en fait, sur ce petit questionnaire de 50 questions, c'est qu'est-ce que ça raconte ? Comment ça le raconte ? De quel point de vue ça raconte cette histoire ? Et aussi, j'essaie de leur demander, c'est toujours très compliqué, de résumer le propos, ou en tout cas la direction artistique du spectacle en une seule phrase. Ce qui va en fait créer un peu, c'est un peu une mine d'or, c'est un peu l'essentiel du spectacle qui veut monter, qui va me permettre après de travailler. Et ensuite, la 5e question, c'est pourquoi monter cette pièce aujourd'hui ? C'est comment on arrive en fait à travailler pour que cette pièce rentre sur du théâtre contemporain, comment ça rentre dans un contexte contemporain, quel rapport on fait aux choses aujourd'hui. Vu que c'était un peu vertigineux, j'ai travaillé sur, en fait, souvent après avec ça, il y a Pinterest, il y a plein de recherches, en fait, on va aller se chercher, se nourrir. Là, du coup, j'ai regardé toute la filmographie de Devers, pas mal de documentaires, de livres autour de la figure de Patrick Devers. Et on va aussi s'alimenter avec des références iconographiques. Donc tout ça, c'est des tableaux qu'on s'échange tout au long de la création. Et donc du coup, j'ai eu envie de faire ce petit collage, en fait, à chaque fois pour retrouver l'espace, le temps et de quoi on parle. Bertrand Blier dans ses différentes périodes, Patrick Devers aussi, d'essayer de retrouver comme ça dans le texte ces différentes images. Et après, de ça, en fait, naissent des premiers dessins, premiers croquis. Et celui-là, il nous a beaucoup parlé avec Julien Rochat, le metteur en scène. En fait, c'est un studio de cinéma. On se dit que ça va, la pièce peut, le lieu du drame, de la pièce peut être un studio de cinéma sur lequel on va rejouer, ou en tout cas, on va
c'est pas un biopic, on va plutôt faire des clins d'œil un peu complices aux différents films de Patrick Devers. Et donc là, ça permet de travailler en fait sur la question de l'intime et de l'extime. C'est-à-dire qu'on va travailler sur Patrick Devers, travailler beaucoup sur... C'est quelqu'un à fleur de peau qui en fait n'hésitait pas à vraiment exposer son intimité, ses rapports, et c'était toujours ce rapport-là. Et donc dans le texte de Marion, c'est très présent à tel point que souvent même les acteurs qui jouent les personnages ont aussi des interventions. Et donc du coup, on va essayer de travailler sur vraiment ce télescopage. Et je me dis, cette idée-là de perméabilité visuelle entre les différents décors, les loges, les différents lieux qui sont présentés vont permettre en fait de créer ces télescopages. Là, c'est plutôt dans l'idée du fragment. Ça parle beaucoup de mémoire en fait. Il y a beaucoup de personnages qui arrivent, qui parlent de leurs histoires avec Patrick Devers. Donc c'était plutôt comment on va reconstituer en fait ces différents fragments de films, comment on va réussir à respatialiser en fait le fragment. Ça, c'est un truc que je fais. En fait, je demande des lectures. Donc là, c'était en visio, c'était pendant le confinement, plus la création. Donc pendant la visio, en fait, ça me permet de dessiner en écoutant le texte, en écoutant les gens jouer. Et ça me permet en fait de créer plein d'images et du coup d'essayer de créer des outils de jeu, des appuis de jeu pour les pour les comédiens et comédiennes qui vont être au plateau. Donc c'est vraiment l'idée de comment on va les aider à être au plateau et comment ils vont développer leur jeu scénique. Après, tout ça, ça reste de la 2D, donc très vite, je vais aller vers de la maquette. Donc là, c'était l'idée du kaléidoscope, l'idée de Devers qui s'enferme en fait dans ses propres images, dans ses propres rôles. Donc c'est travailler un petit principe de maquette. Ça, c'était plutôt sur l'idée d'explosion de déconstruction. C'était un bureau qui se transforme et qui explose en fait en multiplicité de différents points de vue et de jouer en fait sur cette perméabilité entre le réel et la fiction, entre les personnages et entre ce qu'on raconte. En fait, tout ça, ça reste des idées, ça reste du travail à la table, et souvent, dans toutes les créations sur lesquelles j'ai travaillé, pas toutes, la plupart, j'essaye d'avoir un temps de résidence d'une semaine spécifiquement sur la scéno, et si on peut, avec la lumière, le son, toute l'équipe, mais on va travailler que sur la scéno, parce qu'en fait, en théâtre, il y a quelque chose, c'est ce qu'on appelle la réalité du plateau, c'est-à-dire qu'on va avoir plein d'idées, plein de possibilités, plein de choses, mais il faut que ça puisse tenir un principe sur 2 heures de spectacle, 1h30. Et donc on va travailler avec les comédiens et comédiennes sur scène, à savoir, en fait, voilà, on teste, on essaye, on fait du prototype, on essaye tel élément, est-ce que ça fonctionne ou pas? Et comme ça nous permet de valider ou pas ces différentes idées. Un peu ce que je vous ai montré, plein de photos, il y a un peu une constellation comme ça de plein d'idées. Le but, c'est de pas faire un catalogue de bonnes propositions. Ça, c'est le gros danger. C'est plutôt de trouver en fait qu'est-ce qui va lier ces différentes étoiles, qu'est-ce qui va lier ces différentes constellations, et d'évacuer celles qui correspondent pas en fait aux propos et ce qu'on essaie de défendre. Ça, c'était un autre projet où en fait je proposais de jouer sur 2 faces d'une paroi. Donc on retrouve le miroir, qui du coup forcément par rapport au suicide de Patrick Devers, mais aussi le rapport à la vision de soi et de son image, et donc de se perdre aussi dans son image. Après ça rejoint presque la mythologie. Et le fragment et le fait d'exploser comme ça, la fissure, le fragment, le côté très à fleur de peau, ça pouvait être plastiquement, en fait, ça pouvait être aussi un apport visuel, parce que le but est quand même aussi de créer un univers visuel pour le public, et derrière de retrouver les loges. Ça, c'est des recherches qui n'ont pas été validées. Alors, j'avais 4-5 slides sur les recherches qui n'ont pas été validées sur ce projet. Mais ça, en fait, j'essaie de créer un peu l'univers esthétique visuel pour à quel endroit on va essayer de projeter l'imaginaire du public et comment on va leur donner des petites billes à manger qui vont permettre en fait de pouvoir se projeter dans cet imaginaire. Ça, on arrive à peu près à la proposition finale, on commence à resserrer les choses. Je produis beaucoup et j'aime bien en fait se dire c'est pas une mauvaise chose, plus je comprends ce qu'on ne veut pas faire, plus je commence à trouver ce qu'on veut faire en fait. Et donc du coup, là, c'était l'idée de télescopage. En fait, en haut à gauche, c'est un des derniers reportages de l'INA qu'on a sur une interview de Patrick Devers avant son suicide. Et en fait, c'est dans son appartement, impasse du Moulin à Vert, et on voit les moulures haussmanniennes de son appartement. Et en dessous, c'est Série Noire, c'est un des films les plus difficiles dans lesquels il a joué. Et en fait, toute cette époque-là, tous les films étaient en décor réel, donc sur des appartements parisiens. Donc on retrouve ce motif haussmannien qui me permet en fait aussi de créer cet univers. Ça a été la proposition qui a été validée après plusieurs allers-retours. En fait, c'est 7 châssis, donc 7 murs, où on va retrouver cet effet de miroir, qui vont du coup être sur roulette et qui vont pouvoir créer en fait plein de propositions de jeu avec les actrices au plateau. On a aussi la possibilité en fait de vraiment d'essayer de trouver des propositions de jeu avec cette porte qui s'ouvre, la fenêtre qui s'ouvre, la possibilité d'enlever des vitres, parce que du coup, il y a toute cette thématique-là aussi sur l'intime et l'extime, sur qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je présente.
un peu le rapport voyeuriste aussi avec le public, parce que du coup, il y a des miroirs qui vont permettre de voir à l'intérieur des scènes qui sont cachées, et ce travail en fait aussi de qu'est-ce qu'on découvre et comment on joue avec ça. L'arrière du châssis en fait me permet de créer l'univers visuel du Café de la Gare. Ils avaient squatté une vieille usine pour créer leur premier théâtre dans en 68. Et donc du coup, trouver ce jeu-là en fait de comment on va avoir une présentation qui va se transformer pour créer le Café de la Gare. Et donc quand je disais cette constellation qu'on va essayer de relier, ça va être aussi de proposer en fait une narration sur le décor. En fait, créer une dramaturgie des espaces. Et donc comment on part de ce premier décor qui va évoluer et se transformer au fur et à mesure, un peu comme un piège qui va enfermer le personnage principal, Patrick Devers. Et en fait, tout tourne autour de ce personnage-là. Il y a 4 comédiens, enfin 2 comédiens, 2 comédiennes sur scène, et il n'y en a qu'un seul qui joue qu'un seul rôle, c'est Patrick Devers. Le reste tourne autour en fait de cette figure. Donc ça, c'est la première représentation. Et en fait, je trouvais ça aussi hyper intéressant de mettre le public face à un miroir déformant. Et en fait, de retrouver ce côté-là, c'est un peu malaisant pour le public, de se retrouver face à cette image-là. Et on retrouve les actrices de dos qui voient le public, qui ne les voient pas. Et donc, on commence déjà à apporter en fait, cette thématique de l'image qu'on renvoie et celle qui est la vraie personne, de lequel des deux, en fait, sur les facettes du miroir. Les loges, en fait, je les ai conçues par rapport à un film qui m'a beaucoup parlé, c'est F comme Fairbanks, qui est là en haut à droite. Et en fait, pareil, il y avait une perméabilité entre le réel et la narration dans ce spectacle, dans ce film, parce qu'en fait, Patrick Devers s'est séparé de Miu Miu, à l'époque, c'était le scandale, et ils jouent ensemble dans le même film. Et ils jouent un rôle de personnes qui se draguent et qui sont amoureux. Et en fait, ce film est très très dur. Et quand on connaît un peu le background, et il y a déjà cette loge, en fait, avec cette idée de multiplicité, il y a une mise en abîme, en fait, dans le cadre, qui crée en fait cette multiplicité de visages et cette perte dans son propre reflet. Et à gauche, c'est Johanna Nizar qui joue la mère de Devers au début du spectacle. Et en haut à gauche, en fait, on voit des images de l'acteur qui joue Devers, qui est grimé. Il y a tout un travail de perruque, de costumes et d'accessoires et de postiches, de phonés pour créer les figures en fait qui jouent en fait Patrick Devers. Donc voilà, comment on va gérer cette perméabilité jusqu'au détail. Moi, j'aime bien travailler jusqu'au détail en fait dans la mise en place. Et après, pour l'histoire des révérences, un peu des clins d'œil, en haut, c'est une scène des valseuses, et elle va se résoudre assez facilement. C'est après pas mal de recherches, on va en fait créer cet espace-là avec quelques accessoires, avec ce plateau d'huîtres qu'ils sont en train de manger, et ces 3 figures de Devers, Depardieu, et je viens de perdre le nom de la 3e personne. Merci. Jeanne Moreau. Pareil, dans la recherche des accessoires et des clins d'œil, en fait, en bas, on voit ce magnifique dessous de lit en pilou-pilou, très années 70, des valseuses. J'ai cherché, en fait, fini par trouver sur le bon coin, en fait, exactement le même élément qu'on retrouve ici dans le reflet du miroir quand ils sont en train de faire la scène des valseuses. Et voilà, c'est un peu comment on crée des petites pépites pour que le public, en fait, ceux qui connaissent en tout cas la référence, puissent se transférer là-dessus, quoi. Là, on retrouve le premier dessin en fait, qui devient cette cage où ils vont jouer les scènes et l'extérieur avec le off. Donc, vraiment toujours ce travail du champ et hors champ. Le canal de l'Ourcq. Alors, pour juste la petite anecdote, en fait, ce petit morceau d'herbe, là, je l'ai fait 5 fois. C'est-à-dire, avant de trouver le truc juste avec les comédiens et comédiennes au plateau, de trouver ce qui fonctionne vraiment, ça a été un gros travail pour au final trouver ce petit truc qui fait que, tiens, là, on se retrouve sur le canal de l'Ourcq et sur cette image de Patrick Devers. Là, c'est Série Noire. Donc, il y a toute une scène qui est très culte où en impro, il s'éclate la tête sur le capot de la voiture. Et donc, au début, Julien, il m'a demandé d'avoir en fait une voiture coupée en 2, qu'on puisse voir de dedans, de dehors, un peu hors champ, enfin le truc impossible niveau budget et technique. Et donc, au fur et à mesure, ça va devenir ce truc-là et ça finit par devenir une portière de voiture qui est exactement la même portière que dans le film que j'ai réussi à retrouver. Et ça va devenir cet accessoire en fait qui crée cette référence-là. Ce qui est marrant en bas à droite, c'est Jean-Marc Maucourt, directeur de, je ne sais pas si vous le voyez vu que je suis devant, directeur de la Cour des Trois Coquins. Super copains qui nous ont accompagnés énormément sur ce spectacle. Et en fait, voilà, quand on a créé cet accessoire-là de chaise pivotante avec cette petite portière, tout le monde a commencé à délirer avec ça. Et généralement, c'est assez bon signe en fait quand toute l'équipe technique et de production commence à s'amuser avec vos accessoires, c'est que bon, vous êtes sur la bonne piste. Donc on retrouve en fait cette figure qui va au fur et à mesure s'enfermer et se construire autour de son reflet jusqu'au moment de cette perte complètement dans son reflet, ce kaléidoscope dont je vous parlais, qui peut aussi faire référence au peep show, ce côté vraiment intime, extime, complètement exposé. Normalement, j'en suis à 7 minutes. Pas du tout. Voilà.
Alors je vais être plus rapide sur les autres. En scène, donc c'est une comédie musicale qui a été créée avec Pierre Thillon-Vallée pour Clermont-Auvergne Opéra. Donc là, c'est complètement un autre projet. La différence, c'est que sur un opéra, c'est très timé, c'est très cadré. 2 ans en amont, on va créer la mise en scène avant de commencer les répétitions. Donc il n'y a pas ce temps de recherche. Et là, Pierre, en fait, me demande un truc très spécifique, presque un boulot de décorateur. Il me dit, voilà, je veux un bureau de théâtre des années 40 défraîchi, d'un théâtre où, en fait, ils sont en train de mettre la clé sous la porte. Et c'est toi. Et donc voilà. Alors la particularité aussi de ce projet, c'est que donc il y a ce truc-là et comment je vais créer une narration autour de ces décors. Et c'est aussi qu'en fait on a travaillé avec un chœur de 15 personnes en situation de handicap. Donc ça a aussi été un gros travail sur ce projet. Donc quand je reçois, je vous repasse la constellation, la recherche iconographique, les premiers dessins, les maquettes. J'arrive assez vite en fait à cette maquette. Qui est en fait le bureau et mon envie c'est de créer des possibilités de jeu encore une fois pour les comédiens et comédiennes sur scène. Donc en fait le bureau il est praticable, ils peuvent monter dessus pour justement créer un contrepoint, une domination à un moment dans le spectacle. Il y a aussi l'idée que cet énorme bureau qui est l'avis de Pitoul, le directeur du théâtre, à côté de ça c'est sa secrétaire qui a son bureau qui est calé avec 3 morceaux de livres et qui est complètement bancal. Donc c'est cette disproportion. À l'opposition, à côté jardin, il y a cet énorme coffre qui est un peu le symbole de l'avidité de Pitoul. Et derrière, je vais revenir après, il y a ce portrait dans le décor. En fait, j'ai construit le décor de façon à ce que toutes les lignes de la perspective aillent en direction de la porte, parce que c'est le nœud de tous les conflits, en fait. C'est à cet endroit-là qu'ils rentrent dans le décor, c'est à cet endroit-là où les huissiers rentrent, où le chœur rentre. Et cette porte, elle est disproportionnée aussi pour la ramener au premier plan. C'est-à-dire que ça nous amène l'œil vers cette porte et en même temps on la ramène au premier plan parce que c'est là où il y a la plupart des conflits. Et aussi, ça a permis de créer un jeu de cadre, encore une fois, et de pouvoir... notamment sur les personnes en situation de handicap, d'avoir un peu plus d'aise pour entrer sur scène. En fait, on arrive très vite à un storyboard, vu que tout est calé à l'opéra, je crée un storyboard scène par scène pour savoir les évolutions et proposer en fait les différentes évolutions. Donc, comme je dis souvent en médiation, on joue au Lego et au Playmobil. Donc très rapidement, les différentes étapes. Et ça permet comme ça de créer les espaces. Ce grand cadre, c'est une affiche que j'ai créée. Donc il parlait de Josiane Macheboeuf, un peu l'égérie du comédien à ses grandes heures, donc ce théâtre. Et je suis parti de Fréhel, qui est une chanteuse réaliste des années 30, pour dessiner en fait ce personnage-là. Et mon idée, c'était que c'était vraiment la période phase du théâtre, donc on la retrouve, qui est vraiment très imposante sur scène, et qui en fait va finir par tomber. Vraiment, c'est un peu le symbole de théâtre qui est en train de se péter la gueule, et d'avoir la fissure et tout ce travail de patine qui est à l'arrière. Pareil sur les accessoires, j'aime bien travailler cette précision parce que ça va amener aussi les gens. Donc tout cet univers visuel. Le fun fact, le journal, c'est celui de la date du spectacle dans les années 40. Et après, il y a tout le travail de patine et matière que je vais faire moi-même, où en fait, je vais chercher à raconter aussi une narration, une histoire par la patine. En fait, par le fait qu'on va raconter à quel endroit ça a été usé, à quel endroit s'il y a du vécu, à quel endroit ça a été un peu abîmé. Et là, en fait, c'est le bureau du coup de Pitoul qui a été construit et les différentes étapes de peinture. Et en bas à droite, c'est une personne en situation de handicap. En fait, on a travaillé avec un ESAT pour réaliser le projet. Donc ça, c'est les ESAT du Brésil. Ils étaient super. Ils nous ont accompagnés sur tout le projet et sur une partie de la construction. Et en fait, si je parlais de ce projet, c'est aussi qu'il y a d'un côté la narration qu'on va faire sur scène, mais il y a aussi une façon de narrer ce qui se passe avant. Et donc, comment on va construire en fait avec les équipes cette histoire qu'on raconte ensemble sur ce spectacle. Comme je disais, c'est des aventures humaines avant tout. Et du coup, j'ai travaillé sur la maquette dans l'optique en fait de pouvoir la présenter aux personnes en situation de handicap visuel pour qu'ils puissent toucher et aussi retrouver leurs espaces et qu'ils puissent se projeter. C'est comment on va raconter la narration du projet avant qu'il soit réalisé pour qu'ils puissent en fait tester et toucher les différents éléments. Et ça leur a permis vraiment de se projeter dans le décor 6 mois en amont. L'intérêt était aussi d'avoir un décor hyper réaliste, notamment pour les personnes avec des problèmes plus psy, de pouvoir en fait se retrouver facilement entre ce qu'ils ont projeté en travaillant dans une salle complètement vide et dans ce qu'ils vont réellement produire en fait sur scène. Et ça a donné lieu en fait il y a eu un énorme travail de documentaire sur l'ensemble des coulisses du spectacle, de la première idée jusqu'à la réalisation complète. Donc comment on narre aussi ce qui se passe derrière en coulisses, quelle histoire on raconte. Et enfin, s'il me reste un peu de temps, je vais parler d'un autre projet qui me tient aussi à cœur, c'est De loin si près de Bruno Pradé de compagnie Vilcanota. Donc c'est un projet très proche parce que la création s'est faite il n'y a pas longtemps. Et là, c'est encore complètement différent parce que là, j'ai pas de texte. On travaille sur de la danse contemporaine.
Donc ça va se créer en même temps, la narration et le travail. Donc au début, ça va être plutôt un propos, une note d'intention de Bruno qui va me transmettre, avec qui on va discuter régulièrement et pour essayer de monter, de mettre en place en fait un peu ce qu'on va raconter. Bruno, il avait envie de travailler avec plusieurs concepts, notamment la contrainte. Il voulait travailler autour de l'idée de la contrainte. Et en référence principale, il y avait Ted Gordon, c'est un artiste qui fait de l'art brut. Et il avait envie de travailler autour de l'art brut. Moi, à cette époque, je connaissais très peu l'art brut, donc ça a été aussi une occasion de découvrir en fait tout ça. Et donc même principe, constellation, dessin, je vous refais pas. Et l'idée qui en est sortie après les documentaires qu'on a travaillés, c'était déjà que l'art brut en fait ça crée une cosmogonie, c'est-à-dire que ça crée en fait un univers mental de personnes de déesses et dieux en fait qui créent eux-mêmes. Ensuite, c'est une énergie brute de création. Ça se retrouve dans tous les artistes d'art brut. C'est vraiment cette obligation, cette envie de produire, et que le processus est plus important que le résultat. En fait, la plupart du temps, dans les processus de personnes qui font de l'art brut, c'est des personnes souvent en hôpital psychiatrique, en fait, ils finissent par jeter leur dessin. C'est plus important de faire plutôt que de montrer. Donc, c'est plutôt les aidants en fait, qui vont aider à récupérer les éléments et les présenter. La difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, on est sur une pièce de groupe avec 4 danseurs, 4 danseuses. Et c'est souvent des initiatives qui sont très personnelles. Donc c'est beaucoup de discussions avec Bruno sur comment on amène cette idée-là et avancer par rapport à ça. Et en fait, j'ai travaillé avec les danseurs et danseuses en résidence, en répétition avec eux. Et il y a un truc aussi, c'est qu'on ne pouvait pas faire de l'art brut parce qu'on a tous une formation, soit en chorégraphie, soit en danse, soit moi en dessin. Et donc là, c'était de décaler les choses, c'est-à-dire de travailler avec les danseurs et danseuses sur du dessin automatique, des choses qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de travailler. Et un grand concept, les MHPC. Donc les MHPC, c'est les matières à haut potentiel créatif. C'est-à-dire c'est des matières où on se dit ouais, c'est super, il y a moyen de faire plein de trucs avec. Et on a travaillé avec les danseurs et danseuses à se dire bah tiens, on va dans le théâtre, vous allez faire des impros en récupérant plein d'éléments, des MHPC, des matières à haut potentiel créatif. Ce qui a donné en fait des impros en travaillant sur des contraintes, sur des éléments en fait de personnages qui se construisent comme ça. Donc c'est vraiment des ébauches, hein, mais c'est des trucs. En fait, au fur et à mesure, comme je disais, au fur et à mesure, on va évacuer des choses dont on n'a pas envie pour savoir ce dont on a envie. On va vraiment écrire cette narration en même temps. Et Bruno a déjà beaucoup travaillé sur la danse, et au fur et à mesure, moi, je m'intègre dans ce processus-là. On va se retrouver encore une fois une semaine en résidence, où on va faire que de la scéno et de la lumière. Donc là, il y avait cette idée de tapis de danse blanc, de cadre blanc, cette contrainte qu'on a envie de créer. Et moi, j'amène un MHPC, c'est des bandelettes de tissu qu'on a trouvées en ressourcerie culturelle. C'est plein de petites bandelettes. Et on se dit, tiens, ce truc-là, ça nous parle. En fait, vu qu'on est un peu perdu, quelque part, enfin, c'est ce dont on a envie, il faut avoir un peu cette sensibilité, sincérité, où on se dit, bah tiens, là, en fait, on se retrouve sur un truc et ça marche, et il faut aller dedans, quoi. Il faut aller creuser. Et du coup, ces éléments-là, on a fait des impros avec Lauriane Wagner, qui est venue nous rejoindre en répétition. Et on a trouvé ces éléments-là qui ont fini par constituer un peu ces monstres un peu étranges. Et ça nous parlait, et on s'est dit... En fait, il y a presque quelque chose d'un peu universel. On se dit, bah tiens, ça, le public peut se projeter aussi dans un truc et se raconter son propre imaginaire. Et au fur et à mesure, ces petits bouts de tissu, en fait, ont commencé à créer une petite confection et commencé à créer quelque chose de plus en plus grand. Et c'est Bruno, après, l'a intégré aussi dans la chorégraphie. Et ça a amené, en fait, à créer une œuvre collective. Il y avait aussi travail de la lumière sur un grand système de lumière LED qui tournait, qui permettait de créer des contrastes aussi entre quelque chose d'hyper rigide et très froid et ce côté très foutraque, très expulsif, en fait, expansif de ces bouts de tissu. Il y a aussi ça. Alors ça, c'est des effets avec des tulles, avec des effets de transparence. Ça faisait des effets magnifiques. Et en fait, on s'est dit, bah non. En fait, on s'est dit que ça ne nous parlait pas. En fait, c'était super beau, mais que c'était pas au bon endroit. C'était pas ce qu'on avait envie de raconter, quoi. Après, c'est des choses qui sont chouettes parce qu'après, on le garde dans cette petite besace à idées pour la suite et on l'utilisera pour un autre spectacle. Et au fur et à mesure, ce qui était super, c'est que les danseurs et danseuses, en fait, ont travaillé sur ces bouts de tissu, on les a agrémentés, et c'est eux, en fait, qui ont créé l'œuvre au final. C'est-à-dire, c'est eux qui ont construit ça. Et c'est pas, pour une fois, c'est pas moi qui ai conçu un décor, dans le sens où je n'ai pas donné un atelier de fabrication. Il y a eu toute la conception autour du reste, hein, mais ça a été vraiment cette idée d'œuvre collective, de travail, en fait, tous ensemble. Donc ça, c'est des images du spectacle. Donc on retrouve en fait ces gros bonhommes avec ces tissus. Ce sorte de rituel qui crée par la danse avec cet élément-là, qui va amener côté presque cosmogonique. Ils vont se libérer au fur et à mesure, et ça va amener à cette œuvre en fait qui est exposée à la fin du spectacle. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, moi, mon travail, souvent, je reviens sur l'étymologie des mots.
Scénographie, ça vient du grec skéné et graphein. Skéné, c'est la scène. Graphein, ça veut dire écrire et dessiner la scène. Et en fait, plus ça va dans mon travail, plus j'ai l'impression de narrer et de créer de la narration en fait dans et sur scène. Et tout ça, en fait, ça reste que des collaborations, ça reste que des moments où je vais travailler avec des metteurs en scène ou chorégraphes pour créer des espaces de jeu qui vont les motiver en fait à travailler, créer des opportunités, des propositions de jeu aux personnes qui sont sur scène, des comédiens, comédiennes, danseurs, danseuses, et aussi après avec le public, de se dire bah tiens en fait quel élément et univers visuel je vais essayer de créer pour projeter l'imaginaire en fait des gens qui sont à votre place dans le public et qui à la fois des personnes qui sont jamais venues voir des spectacles et en même temps des personnes qui sont très pointues et qui vont pouvoir aller sur des détails comme sur Patrick Devers avec cette petite couverture en pilou-pilou. Voilà, merci. Merci Clément. J'ai fait 43 minutes. 25. C'était pire que la première fois où j'ai essayé avec plus de slides. Est-ce que vous avez des questions pour Clément ? Rebonsoir. J'avais juste une question du coup pour les décors, pour votre travail de scénographie sur des très grandes pièces. Je pense d'ailleurs à celle, à votre travail sur la pièce de Patrick Devers. Les grandes pièces de théâtre qui sont tournées dans toute la France. Est-ce que ça pose problème ces grands décors pour des salles plus petites quand vous, est-ce que les salles de spectacle sont pas toutes la même taille En fait, pardon. Allez-y. En fait, là, j'essaie de parler que de l'artistique. Sur la partie technique, au début de la création, j'ai demandé un peu de quelle échelle on va travailler, sur quel type de salle, et du coup de savoir à quel endroit ça va être produit et diffusé. Et par exemple, sur En Scène, sur le spectacle d'opéra, au tout début, quand je fais ma maquette, je dessine tous les plans de tous les opéras dans lesquels ça va tourner. C'est un opéra, on sait déjà un an à l'avance à peu près la tournée qu'il va y avoir. Et donc, je vais adapter le décor par rapport à ça. La particularité d'En Scène, c'est qu'on ne pouvait pas changer la taille du décor, parce que sinon, ils perdaient tous leurs repères sensoriels. Après, sur les autres spectacles, comme Devers, par exemple, Devers, il a une version plus petite, qui a tourné, par exemple, au Célestin, à Lyon, qui est il y avait la Célestine, la petite salle, et notamment pour des difficultés comme par exemple le Festival d'Avignon, où c'est beaucoup de petites salles, c'est des temps de montage très difficiles. Donc ça va être aussi des choses qu'on va essayer d'anticiper vraiment en amont. Ça fait plutôt partie des discussions de technique et de production. Mais on va vraiment anticiper ce truc-là, en fait, quel est le plateau le plus petit et quel est le plateau le plus grand sur lequel on peut travailler. Moi, j'avais une petite question par rapport à votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait avant pour arriver à faire des belles choses comme ça? Merci. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai un double cursus. En fait, j'ai une formation en tant que designer. J'ai fait design d'espace. Et à côté de ça, j'ai fait du cirque, du théâtre de rue. J'ai une compagnie de clowns. J'ai fait beaucoup de clowns contemporains et d'improvisation. Et de travail corporel aussi. Et en fait, ça se ressent beaucoup dans mon travail aujourd'hui par rapport aux propositions de jeu en fait, des comédiens et comédiennes. C'est-à-dire que j'ai plus envie d'être sur scène, mais je trouve ça super de se dire bah tiens en fait j'ai un tel élément, ils vont délirer avec ça quoi. Et donc du coup ce double cursus ça m'a amené à ça et ça fait maintenant 6 ans que je fais que de la création de scénographie. Après j'ai fait des formations en technique, en construction, en régie. Avant je faisais tout et du coup j'ai réduit vraiment à la partie conception et c'est super agréable parce que du coup ça me permet de travailler avec des équipes comme Thomas Petrucci qui a réalisé la plupart de mes décors sur la partie bois et métal. Et donc du coup, en fait, ça bonifie les échanges et le projet. Faites gaffe parce que je peux être hyper long sur la réponse aussi. Tu dis, et c'est très clair en effet dans ton travail, on ressent que tu dis que c'est avant tout une aventure humaine. Et c'est vrai que ça se voit, que ça se construit peu à peu. Franchement, ça se sent. Et du coup, je me pose la question, comment tu sais dès le départ si ça va bien se passer, dans le sens où est-ce que tu sens que... Parce que c'est quand même difficile de tenir dans le temps. Je pense que c'est un vrai travail de collaboration. C'est ce qui est super chouette quand ça marche. Et quand ça pue un peu, comment ça marche? Voilà. C'est pas très clair, mais je pense que... Non, c'est clair. Le petit questionnaire, il m'aide à ça, en fait. Les 50 questions. Ah, okay. De savoir, ça permet de jauger un peu et de savoir où est-ce qu'on va, en fait. Et après, je suis
première collaboration, je suis toujours un peu distant, je vois un peu où est-ce qu'on en est, quelle place on me laisse et comment on travaille ensemble. Et une fois qu'il y a un système qui se met en place et que ça fonctionne, on continue et ça fonctionne bien, quoi. Parce que du coup, on a des... Ça t'est déjà arrivé de... Ah, on t'a coupé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arrêter? Enfin, de dire stop, on va pas aller plus loin. Enfin... Je sais pas, par exemple, justement, après les 50 premières questions, de se dire bon, non. Enfin, je sais pas. Je crois que ça m'est déjà arrivé, ouais. Enfin, en fait, il y a un truc, si on sent que ça vibre pas, que ça fonctionne pas, c'est pas la peine d'aller là-dedans. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On part des semaines entières en résidence ensemble, on va cohabiter ensemble, donc ça, on le sent assez vite, en fait. Il y a des gens avec qui j'ai fait une création, j'en ai pas fait 2. Merci Clément pour la présentation. J'ai une question qui fait écho à la précédente. Comment on parle souvent de la place du design ou du designer dans des projets. Comment on défend sa place de scénographe? Parce qu'on voit, il y a beaucoup d'interactions avec le metteur en scène. Le scénographe peut avoir une place énorme en fait dans le résultat final. Comment on défend sa place? Bonne question. Avant, j'avais tendance un peu à me mettre en retrait. Au bout d'un moment, il y a aussi le besoin de s'affirmer et de travailler. Et en fait, même encore maintenant, pour des questions d'ego, de mon ego, hein, ça arrive des fois de trop proposer ou trop vouloir trouver la... Il faut réussir à trouver le positionnement juste aussi à un moment, de se dire, bah tiens, en fait, c'est pas mon projet, c'est la personne qui a la direction artistique qui en fait va tourner avec ce spectacle et qui met des billes, qui met sa compagnie en jeu et tout ça. Donc c'est trouver le bon rapport, quoi. Et en fait, au début, ce truc de tableur, ça me permettait un peu de me dire, bah tiens, en fait, il y a une méthode toute faite. Et plus ça va, plus j'écarte ce truc-là en me disant, bah non, en fait, c'est avec les gens, quoi. Et c'est vraiment ce truc-là. C'est un peu... Et puis, si on me laisse pas la place, généralement, au bout d'un moment, j'arrête. Parfait. Merci Clément. Merci à vous 4. On peut encore les applaudir. Pas facile. Et puis, merci à vous tous d'être là, d'avoir été un super public. Vous avez des super questions. C'était trop bien. On a toujours un peu en réserve de savoir est-ce qu'il y aura des questions. Oui, vous avez posé plein de questions, c'était génial. On va juste conclure, il y a 3 choses, je crois, à raconter. Non, on va avoir des remerciements parce qu'il y en a aussi, vous, le lieu 10, ici, on est toujours super bien accueillis. On a participé un peu à des choses avec le lieu 10, on n'est pas les résidents les plus actifs, mais on est toujours très bien. Du très bon voisinage et c'est un super lieu. Il se passe plein de choses. Regardez un peu ce qui se passe ici, c'est toujours très cool. La France Design Week, parce qu'on se met dans une organisation nationale. Donc cet événement-là en fait partie et donc il se passe beaucoup de choses. Il s'est passé déjà des choses à Clermont avec Mathieu qui est là-bas, qui a organisé une conf mardi qui pourrait parler. Et puis il va se passer encore des choses en Auvergne, il va se passer plein de choses dans la France partout. Donc vous pouvez aller regarder sur le site de la France Design Week, c'est très clair et c'est très bien. Et puis Designer Plus qui est la structure qui a un peu coordonné au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà pour ça. Et puis juste parce que du coup la France Design Week pour nous c'est pas tout à fait terminé, il se passe encore 2 choses avec le porte-mine pour la France Design Week. Il y a un atelier de découverte de l'impression 3D, ça c'est mon truc, c'est mon outil que j'utilise beaucoup. Du coup c'est samedi qui arrive, si ça vous intéresse vous pouvez encore vous inscrire, on découvre vraiment, on part de zéro. Et puis il y a un autre atelier avec Pierre et Arthur qui sont là. Et là, pour le coup, c'est Just Douglas, donc c'est fabrication de mobilier. Ils ont dessiné des choses, vous leur dites un peu laquelle vous parle le plus, et puis vous fabriquez avec eux. Et globalement, si je ne dis pas de bêtises, vous payez que le bois. C'est ça, voilà. Voilà. Merci à tous, merci beaucoup. Vous pouvez joindre à nous à l'apéro qui se fait au Porte-Mine. Vous pouvez discuter un peu, discuter beaucoup là-bas, et passer une bonne soirée. Merci. 25 minutes. Putain, je suis désolé.